Pour le 8e numéro du podcast, je me suis déplacé, mais pas très très loin. Je suis à XL dans un atelier assez spécial avec un invité que ça fait vraiment plaisir qui a accepté de faire l'émission, entre autres parce que c'est probablement en Belgique la personne qui a le moins besoin d'accepter de faire l'émission, c'est Philippe Geluck. Salut Philippe. Bonjour Dan, bonjour à tous. Ravi de découvrir ton atelier. En même temps, j'avais jamais eu l'occasion de voir. C'est super beau, mais ça pose quand même une question. J'ai vu qu'il y avait 3 employés. Qu'est-ce qu'ils font pendant une journée? Aujourd'hui, par exemple, vous faites quoi aujourd'hui? Alors d'abord, est-ce que tu es sûr que ce sont des employés et pas des visiteurs? Parce que j'accueille parfois des gens, des jeunes dessinateurs ou des graphistes qui ont besoin d'un point de chute à Bruxelles et à qui je dis venez prendre un coin de table et utiliser le matériel. Il y a deux collaborateurs à moi qui sont là tous les jours. On en parlera peut-être plus en détail, mais c'est une de mes fiertés, c'est d'avoir créé plusieurs emplois et parfois beaucoup plus quand il s'agissait de travailler sur le projet du dessin animé ou de la grande exposition. Là, il y a 60 ou 80 personnes qui ont travaillé sur les projets à chaque fois. C'est un rez-de-chaussée, c'est un atelier dans lequel je travaille, il y a mon bureau de dessin et puis il y a un open space dans lequel effectivement plusieurs personnes travaillent. Il y a David qui est mon collaborateur depuis 15 ans et qui gère les droits étrangers, les contrats, la comptabilité, l'administration, les relations avec les galeries. Il y a beaucoup de travail. En fait, je donne beaucoup de travail à tout le monde et eux me soulagent dans tout ce qui est quotidien, pratique, non artistique. Pour que tu puisses continuer de te concentrer sur le principal. Et première question, c'est pourquoi tu as accepté de faire le podcast? Parce que, comme je disais, tu n'as vraiment pas besoin de ça. Qu'est-ce qui t'a fait dire oui? Et je suis ravi, hein, c'est pas, je suis pas en train d'essayer de te faire douter, mais... D'une part, on ne fait pas les choses que par besoin, on les fait aussi par envie. Et puis, je sais pas, ça fait combien de temps que je t'ai croisé à Énergie quand tu faisais les matins? Ça doit faire 7 ans, 6-7 ans, un truc comme ça. C'était au tout début. Et tu étais une sorte de type qui arrivait de ton pays un peu glacial, et qui débutait, qui était déjà, que je pressentais un type brillant et tu m'as tout de suite fait marrer avec tes billets, et je te l'ai dit d'ailleurs, et puis tu m'as dit que ça t'avait fait plaisir, que ça t'avait aidé pour les suivants, et je me dis que ça fait partie de mon rôle aussi de transmettre les choses, d'avoir une oreille attentive aux jeunes qui arrivent et d'en apprécier certains, puis d'autres d'essayer d'éviter de les recroiser par la suite. Mais et voilà, et je me suis dit tiens, ce type, et puis j'ai entendu parler de ton spectacle que j'ai pas encore pu voir, et simplement, tout simplement, tu es quelqu'un que j'aime bien et dont j'apprécie le travail. Et je me dis, pour cette raison, on peut essayer de passer une heure ensemble. Ça me fait plaisir. Ça te faisait plaisir aussi je me souviens la première fois, donc c'était la première fois de ma vie, on m'avait dit, Dan, fais un billet en radio, on soit un invité, ce serait bien que tu fasses une chronique sur lui. Genre, ok, chouette, c'est qui l'invité? Il dit, Philippe Geluck. Et tu venais en plus présenter à ce moment-là un recueil de tes chroniques. Donc je fais, ok, donc finalement, vous me demandez de faire une chronique sur une personne qui a réussi et en Belgique et en France à faire ça, qui vient présenter un recueil, et j'avoue j'ai été assez stressé, j'avais bossé pas mal la veille, et t'avais rigolé, et sur le coup je savais pas si c'était par politesse ou par pitié mais j'en avais rien à foutre. Dans un cas comme dans l'autre, j'étais content d'au moins que ça soit bien passé, donc ça me fait plaisir d'être ici. Et puis je vais te dire aussi que moi-même, ayant été dans ton rôle sur le divan de Drucker dans Vivement Dimanche, où je devais lire une lettre à des invités qui, certains étaient très généreux et d'autres complètement froids comme des reptiles en écoutant mon texte rigolo, j'ai parfois vécu des moments extrêmement durs, pénibles, pas agréables, où t'essayes, de tout ton cœur, tu essaies de faire quelque chose qui va faire marrer les gens, qui va être intéressant, qui provoque aussi une certaine émotion, et puis tu te retrouves face à quelqu'un réputé généreux, en tout cas voulant donner cette image-là dans les médias, un marrant. Alors les comiques sont les plus durs souvent, et en fait ils sont froids comme des reptiles, et en tout cas pas partageurs.
Mais les humoristes sont en général très compétitifs. Un humoriste généreux de ses rires, ça arrive pas si souvent que ça. Exactement. La plupart des humoristes sont tellement dans l'analyse, soit ils trouvent que ta vanne est naze, soit ils sont frustrés de pas l'avoir trouvé, Voilà, dans ils sont un cas jaloux, comme dans voilà. l'autre. Et le pire d'entre tous, c'est Fabrice Lucchini, qui ne supporte pas qu'il y ait une lueur de lumière sur un autre et pas sur lui. Sérieux, alors qu'il donne vraiment l'impression d'être un chouette. Eh ben, pas du tout, c'est une teigne. Et je veux plus jamais le croiser dans ma vie professionnelle ni privée. Et ça me surprend que tu dises ça, excuse-moi, ça me surprend que tu dises ça parce que je crois que je t'avais jamais entendu dire quoi que ce soit sur quelqu'un. Sur quelqu'un. De négatif comme ça, sur Ouais. quelqu'un. Non, ce type m'a pourri 4 émissions, 2 en radio, 2 à la télé, et des émissions importantes. Et donc, à la dernière, je l'ai appelé, je lui ai plutôt raccroché au nez, je lui ai dit, je veux plus te voir. Et voilà, fini. Mais je vais pas non plus en parler pendant des heures, mais voilà, là, c'était l'exemple ultime. Et je suis pas le seul, d'ailleurs, Antoine Decaune. Ah, il y a un type qui déteste dans le métier, c'est le même que... Ok. Vous partagez ça, ouais. Donc, et j'aime beaucoup Antoine Decaune. Tout ça pour dire que c'est pas facile, et surtout les humoristes sont effectivement pas partageurs, et que ça m'a déstabilisé souvent, et que donc j'essaye, mais peut-être que ma nature est comme ça, mais j'essaye surtout d'être attentif aux autres, et quand quelqu'un essaye de me faire rire, si c'est drôle, je ris. J'encourage, je félicite. Tu te sens pas menacé par ça, justement. Peut-être qu'il y a l'impression que c'est ça, c'est qu'ils se sentent menacés par le fait que quelqu'un d'autre puisse avoir un rire ou de la lumière, quoi. Bien sûr, mais c'est des gens qui sont tellement narcissiques qu'ils n'arrivent pas à penser que le monde puisse exister en dehors de leur vanne à eux, et Dieu sait s'ils ont tort. Donc non, c'est quelque chose, le rire est quelque chose qu'on partage, qu'on admire chez les autres. Dieu sait si ça me plaît de faire rire autour de moi. Mais quand quelqu'un d'autre fait rire aussi, ça m'explose, ça m'éclate. On fait ça ensemble. Enfin, c'est comme des musiciens. C'est comme si les musiciens refusaient qu'un type joue de la trompette pendant qu'il joue du saxophone. Enfin, il y aurait pas d'orchestre. Ouais, non, je vois, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est un des rares métiers humoristes. C'est quand même fort rare qu'il y a pas justement ces rencontres-là. C'est rare que tu vois 3 humoristes qui disent, ah, viens ensemble, on va faire un sketch de 10 minutes qu'on va mettre sur Internet, ou venez ensemble, on va faire t'as les trucs de charité, t'as des scènes ouvertes, mais quand les humoristes sont confirmés, c'est vrai que c'est un métier où t'es souvent, peut-être par la nature aussi, tu passes tellement de temps tout seul à écrire tes blagues que peut-être que quand t'arrives et tu les montres, t'as tendance à vouloir rester tout seul, je sais pas. J'en suis qu'au début, moi, je sais pas encore comment ça va se passer. Je sais pas, moi je crois que tout est fait, toute aventure artistique est faite de rencontres, et tu as des gens qui ont travaillé en fusion de façon remarquable. Les Inconnus à 3 étaient absolument sublimes. Je trouve que séparément ils sont moins intéressants, mais eux adoreraient retrouver cette magie des débuts, ils y arrivent pas. Les Monty Python ont une longue carrière de complémentaires, l'un enrichissait l'autre, l'un mettait en valeur l'autre. Et puis il y a les solitaires, il y a les Chaplin, et puis il y a les duos, il y a Laurel et Hardy. L'un sans l'autre ne marche pas, à 2 ils sont magiques, et il n'y a pas de formule, il n'y a pas de formule préexistante. Il faut faire avec. Alors c'est des rencontres, mais ça se passe en musique, comme ça. Enfin, les Beatles, c'est des gens improbables qui se retrouvent. Qui aurait pu faire ce casting-là avec Ringo Starr, le batteur qui vient rejoindre les autres? C'est les hasards de la vie, c'est la magie des rencontres, et faut se laisser faire. Faut rester ouvert surtout. Ce qui me fascine le plus, moi, chez toi, c'est d'un côté ton parcours, et j'aimerais qu'on commence avec ça, évidemment. Alors, tu parlais justement de comment ça fonctionne pour les autres. J'aimerais savoir comment ça s'est passé pour toi, parce que je commence à faire des billets dans une radio quelque part en Belgique à la carrière qu'on te connaît aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as l'impression d'avoir toujours fait la même chose et puis tu as progressé? Ou j'aimerais que tu racontes un peu au tout début, le premier truc médiatique que tu as fait. Comment ça s'est passé? Alors, si tu t'en souviens. Oui, bien sûr, je m'en souviens. J'ai commencé pour aller à l'origine. Mes envies d'enfant mes rêves d'enfant sont les réalisations d'adultes. C'est-à-dire qu'enfant, je faisais des jeux qui ressemblaient au métier que je pratiquerai plus tard. Je faisais des petites émissions de radio sur l'enregistreur de mon frère quand j'avais 8-10 ans. Je faisais des petites bandes dessinées et puis des petits recueils de livres d'humour quand j'avais 10-12 ans, en me disant qu'un jour je ferais des livres. Et j'écrivais des pièces de théâtre que je jouais avec la fille des voisins dans la cave de la maison, et je suis devenu comédien au théâtre. Il y a que la vidéo que j'ai pas pu faire,
j'ai fait de la télé plus tard, mais à l'époque, on n'avait pas de caméra vidéo, on pouvait pas fabriquer ça. Sinon, c'est sûr que j'aurais fait des sketchs avec une petite caméra vidéo à la maison. Donc, tous mes métiers d'adulte, je les ai faits comme des jeux d'enfants quand j'étais petit. Ensuite, il m'arrive des cadeaux du hasard, de la providence, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est que j'ai l'occasion de publier mes premiers dessins à l'âge de 16 ans. C'est un type qui était passé à la maison, un laveur de vitres, qui avait vu les dessins qu'on affichait dans les toilettes de la maison avec mon frère, que ça avait fait marrer. Il avait dit à ma mère, faut que je les montre à un type qui a un journal. Le gars les voit, il les publie. C'était quel journal, ça? C'était L'Œuf, un journal de dessin humoristique dirigé par Bob de Groot, qui est par ailleurs scénariste de bande dessinée, qui est devenu un ami, et qui avait repéré ces trucs donc très tôt, et j'ai publié à 16 ans, et puis je n'ai cessé de publier et puis d'exposer. Ça, c'est la partie dessin, avant que le chat ne naisse, évidemment, pas mal d'années plus tard. Et du côté du spectacle, donc dans ces petites pièces de théâtre enfants, des sketchs, j'imitais mes profs à l'école, je faisais marrer les autres, etc. Je faisais le con, je faisais le clown. Et puis, j'ai commencé à jouer dans une troupe de théâtre amateur à 14, 15, 16 ans. Puis, je suis entré à l'INSAS, qui est l'école de théâtre de Bruxelles, très connue mondialement. J'en suis sorti en 1975. Et j'ai commencé à jouer au Théâtre National. J'ai été engagé tout de suite sur une grande pièce au Théâtre National. Et parallèlement, j'ai monté avec mes potes de l'INSAS le Théâtre Hypocrite, qui était un café-théâtre dans lequel on a joué des textes de dessinateurs, puisqu'il y avait Chaval et Copy, et puis des pièces qu'on écrivait nous-mêmes. Et c'est là que j'ai réellement commencé à faire du spectacle d'humour. Et donc, ça n'a pas été... peut-être que tu résumes la situation, mais ça n'a pas été difficile pour toi au début. T'as pas connu, je vis 4 ans à bouffer une fois sur 2 parce que j'ai du mal un peu. Si, on bouffait peu, on bouffait mal parce qu'on n'avait pas de sous. On a construit le théâtre de nos mains dans un vieux cinéma à Bruxelles. On piquait des sacs de ciment sur les chantiers parce qu'on n'avait pas de quoi acheter. Oui, bien sûr. Comment ça se passait? Donc vous aviez une bagnole et vous... J'avais racheté une camionnette transporteur Volkswagen de l'époque, d'occasion, et on transportait notre matos là-dedans, on partait en tournée là-dedans, et quand on a reçu de la commune d'Etterbeek le Ciné Rio en cadeau, c'était un cinéma qui fermait et qui allait être détruit X années plus tard pour un projet immobilier. Ils nous ont demandé juste de pas les faire chier au moment où les pelleteuses arriveraient et qu'entre-temps, on pouvait disposer de cet instrument. Donc c'était une salle de 400 places dont on en a enlevé 200 pour construire la scène, et effectivement on allait piquer du matos sur les chantiers. Donc on partait le soir dans l'obscurité, on allait avec la camionnette à quelques-uns, on défaisait une chaîne où on faisait sauter un cadenas, on allait plutôt pas sur des petits chantiers de petites gens qui construisaient leur maison, mais sur des grands trucs. En fait on a piqué du matériel aux salopards de promoteurs immobiliers qui ont défiguré Bruxelles, qui détruisaient des maisons magnifiques pour construire des immeubles hideux. Et eux avaient tellement de moyens que ça a même pas dû ça a pas dû apparaître dans leur truc. Tu vois, 3 sacs de ciment par-ci, ça n'a jamais fait gauler 50 parpaings par-là. Non, jamais. À l'époque, la police dormait la nuit. Ne patrouillez pas dans Bruxelles. Non, on était prudents, voilà. Et donc on a bâti ce théâtre donc voilà, effectivement. Et à l'époque, c'est l'époque où j'ai rencontré ma femme, et on déjeunait parfois dans le petit resto portugais en face du théâtre, et on avait tellement peu de sous qu'on prenait un plat du jour pour 2 avec une boisson dont on vidait chacun la moitié. Enfin voilà, c'était vraiment sommaire. Alors ça n'a jamais été difficile, ça n'a jamais été compliqué. T'en as pas souffert de ça? J'ai jamais appelé ça une traversée du désert ou des vaches maigres. Alors c'est sûr que les vaches c'était pas grasses, mais les vaches étaient tellement belles. Tu t'amusais assez pour t'en foutre, en gros. Exactement. On faisait ce qu'on avait envie de faire. On était libre. Je le suis toujours d'ailleurs, libre. Mais on était...
Est-ce que tu regrettes ça? Ma question va être bizarre, mais donc il y a une espèce de fond de logique hippie dans ce que tu dis, dans le bon sens du terme. On s'entend, on se met ensemble, on se regarde. Et quand tu vois aujourd'hui, j'ose à peine imaginer le nombre d'offres que tu refuses par année. J'ose à peine imaginer à quoi, parce que on peut quasiment parler d'un empire pour le chat. C'est pas une BD une fois par année, c'est tout quand tu regardes tout ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des fois les entrepreneurs, parce que bon, t'es à la fois artiste et entrepreneur. Je crois que tu peux pas être juste artiste et te retrouver avec tout ce que tu as aujourd'hui. Il y en a qui ont une espèce de frustration quand ils sont arrivés au sommet de quelque chose, de se dire c'était quand même bien partir de rien et tu vois l'espèce d'adrénaline de construire quelque chose. Est-ce que ça te manque ça parfois? Est-ce que tu as l'impression d'être un peu Non, parce que je l'ai toujours cette adrénaline, parce que alors ça c'est un euphémisme de dire que chaque début de journée c'est une feuille blanche et qu'il faut la décorer joliment, qu'il faut la noircir. Par ailleurs, j'ai continuellement, à travers mon métier, cassé le moule. J'ai quitté les projets auxquels j'avais participé en cours de route. Et je n'ai pas attendu qu'ils se dégradent ou qu'ils se terminent. Et ça, on avait déjà parlé ça il y a quelques années en disant il faut savoir quitter à un certain moment et ça te permet après de rester en bonne relation avec les gens. Voilà. Et d'ailleurs, je vais devoir partir maintenant, je te laisse. Juste au moment où l'interview s'est pas encore dégradée. Mais est-ce que c'est d'un côté, tu dis c'est courageux parce que quitter quelque chose qui fonctionne bien, c'est très difficile. Je veux dire, quitter un chèque qui est sur la table, ne pas prendre un chèque qui est sur la table est quelque chose d'assez difficile. J'ai eu à le faire, moi, une fois dans ma vie pour des raisons morales et éthiques, disons. Et c'est rude parce que tu vois un joli chèque et tu dis, si je fais une soirée, je peux partir en vacances après. Là. Ouais. Et donc, de le laisser sur la table, c'est plus facile d'en parler, disons, dans un café que de le faire réellement. Mais d'un autre côté, c'est aussi une façon de, entre guillemets, pas se mouiller parce que ta feuille de route, elle est quasi parfaite. À ce moment-là, tu dis, oups, à chaque fois tu quittes sur un succès. C'est garder, c'est affirmer sa liberté, c'est garder sa liberté totale, c'est rendre prioritaire l'artistique, toujours. Et on pourrait me dire maintenant, tiens, tu refuses ça, mais genre c'est facile, t'as des moyens confortables pour vivre et pour survivre, tu peux ne pas travailler pendant X temps, voilà, tu vas pas crever de faim. C'est vrai, la différence c'est que je l'ai fait toujours, et depuis toujours. Et quand j'ai quitté par exemple Lollipop, que toi t'as pas connu, qui était cette émission quotidienne. C'est avec Malvira. Ouais, en Belgique dans les années 79-85, je gagnais très bien ma vie à l'époque, parce que c'était de la télévision, parce que c'était quotidien, parce que c'était voilà, j'étais l'animateur, concepteur des scénarios avec Patrick, donc c'était confortable. Et nous avons acheté, ma femme et moi, notre maison en 1980, et donc c'était l'époque où on s'était mis un crédit sur le dos pour 20 ans avec à l'époque, c'est hallucinant, c'était 11,25% de taux bancaire. Ah oui. À l'époque, tu vois. Donc tu peut-être 12 ans à payer les intérêts, puis après tu payes à la maison. Quoi. Exactement. Et à ce moment-là, quand j'ai senti qu'il fallait que j'arrête cette émission pour ne pas devenir le monsieur Lollipop ad vitam aeternam, au bout de 5 ans d'émission, j'ai annoncé que j'allais me retirer. J'ai annoncé ça à l'équipe. Tu te fais des ennemis à ce moment-là ou pas? Parce que toi, c'était aussi central dans ce truc-là. Donc, si toi, tu pars, ça met un peu un coup dans le bateau, hein? Non, ça a peut-être pas des ennemis parce qu'ils sont tous restés des amis, mais ça a peut-être apporté un peu de tristesse à certains qui se sont dit, merde, nous, on vit là-dessus aussi. Et c'est une responsabilité, évidemment, vis-à-vis des autres. Mais en même temps, moi, ma liberté artistique me dictait de mettre un terme à cette expérience. J'avais peur aussi qu'on se mette à tourner en rond, ce que je déteste. Et donc, à l'époque, j'ai renoncé à un gros salaire et je ne faisais d'autre à ce moment-là que le début du chat, qui est né en 83, et je gagnais 5000 francs belges par semaine en facture, donc c'était un minuscule salaire. Et ma femme m'a dit, tu es sûr qu'on va s'en sortir, tu vas faire autre chose, quoi. Je dis, je sais pas ce que je vais faire, mais on va s'en sortir. Et on s'en est sorti. Donc c'était un risque financier, c'était un risque familial, c'était un risque professionnel, et donc il n'y a pas
Il n'y a pas eu de changement d'attitude en fonction de la santé financière, on va Absolument. Ça reste pareil, c'est mon instinct qui continue de me dire, il faut que tu arrêtes ça, il faut que... T'as regretté une fois d'avoir quitté? Il y a des fois, tu te dis, shit, je suis peut-être resté, j'aurais peut-être pu rester encore une petite année. On ne sait pas, on peut pas le dire. Okay. Parfois, j'ai évidemment la nostalgie de certaines choses. C'est quel qui te manque le plus? Je sais, c'est une question, c'est comme dire lequel de tes enfants est le préféré. J'imagine que tu peux pas répondre. Ou tu peux répondre. C'est bizarre. Mais est-ce qu'il y en a un truc où tu te dis, c'est vrai que ça, il me semble, si je pouvais refaire une semaine de ce truc-là ou 2 semaines de truc. C'est sûr. Mais c'est lié à plein de choses. C'est lié maintenant, malheureusement, à 3 personnes disparues. Et c'est le jeu des dictionnaires et la semaine infernale à la radio. Ça a été le moment le plus magique. Époque Marc Moulin. Avec Marc Moulin, Jean-Pierre Routier, il y avait Jules Metz, Monsieur Météo, Jacques Mercier, Jean-Pierre Routier et Soda. Et on a vécu là des années de grâce. On a ri comme je n'ai jamais ri avec, ni professionnellement, ni dans le privé. Ça a été absolument sublime. Ça a été moi, je ne peux m'empêcher de comparer ça à la magie des Beatles. Ça fait 2 fois que j'en parle déjà depuis le début. Mais voilà, les Beatles, ça a été 8 années de grâce absolue. Et le jeu de dictionnaire, ça a été 13 années de grâce absolue avec des personnes. Et puis quand il n'y a plus ces personnes-là, c'était plus la même chose. Et puis il y a Marc qui nous a quittés. Et puis il y a Routier qui vient de disparaître. Ça veut dire que je peux redire, comme George Harrison à un moment, qui disait les Beatles ne se reformeront que quand John Lennon ne sera plus mort. Voilà, pareil, on refera le jeu des dictionnaires quand Marc Moulin dès qu'il sera plus mort, on pourra recommencer. On peut recommencer. Mais non, je crois qu'il faut pas faire revivre ces choses-là. C'est bien qu'elles soient dans le souvenir, que le souvenir soit beau, mais il faut pas essayer de refabriquer les choses. Les choses se succèdent et il faut pas les exhumer. Tu parlais de Lollipop, j'aimerais quand même revenir. Ma première expérience que j'ai fait en télé, c'était avec il y avait aussi Patrick Chabot qui était donc dans Ma télé bien-aimée. J'ai fait quelques émissions de Ma télé bien-aimée et il m'avait dit qu'à l'époque vous aviez une chance exceptionnelle. Les patrons regardaient pas la télé vraiment à l'heure où vous la faisiez et tout ce qu'ils jugeaient l'émission sur un seul facteur, le courrier qu'ils recevaient. Donc t'avais un petit courrier de plainte mais un grand courrier de gens qui aimaient bien. Donc c'était en live ou pas? Il y avait les deux. Il y avait il y avait des épisodes live et d'autres enregistrés. À quoi ressemblait une lettre de plainte que vous pouviez recevoir à l'époque? Un jour, on fait une émission, on avait un décor qui était un petit peu sommaire, comme ça, en bois, avec un arc-en-ciel, une petite maison pour Malvira, enfin voilà, et des praticables, etc. Et puis on essayait d'enrichir alors on mettait du camouflage, des trucs, des buissons, des faux arbres quand on devait faire un truc. Des cercueils léopards, voilà. Des trucs joyeux. Exactement. Et un jour, on fait une émission qui se passe dans une piscine et il y a Malvira qui se baigne avec une bouée et puis elle se noie et puis je plonge pour la sauver et j'étais le maître nageur, etc. Et il se fait que je suis très poilu des jambes, du torse, des épaules. Bref. Ça s'arrête environ au sommet du crâne. Je ne comprends pas cette injustice. Pourquoi partout et pas là? Mais bon, c'est comme ça. Et donc voilà, courrier de plainte, c'est indécent. Quand on est poilu comme ça, on ne se montre pas en maillot de bain à la télévision. Pensez qu'il y a des enfants qui regardent, etc. Ça, c'était les lettres de plainte. Et puis, évidemment, on lisait toujours les lettres de plainte. À l'antenne la semaine suivante. Mais oui, parce que elle générait tellement de courriers d'encouragement que évidemment c'était ça qui c'était devenu un gimmick, quoi. En plus on se foutait de la gueule des gens qui nous critiquaient ou qui étaient méchants avec nous. Et donc on a la semaine suivante il y a eu des lettres. Non, alors après on a lu les plaintes et puis on a refait une émission à la piscine dans laquelle je porte un peignoir de bain et je marchais de long truc. Et puis là, il y a Malvira qui se noie vraiment et un autre qui se noie vraiment. Et je dis désolé, mais je peux pas.
Je peux pas vous sauver, ça va encore nous attirer des ennuis. Donc, suite à une lettre de plainte, vous êtes capable de faire une émission où vous avez... Ah, bien sûr, si on pouvait, en fait, si on pouvait tacler celui qui nous, tu vois, qui nous cherchait des noix, c'était bien. Ça nous faisait rebondir et les gens attendaient ça, en plus. Et comment tu le prends, par contre, les vrais... Moi, je commence à peine, donc je vois ce que c'est. C'est vraiment dur d'en avoir rien à foutre. Moi, tous ceux que je connais qui, quand ils reçoivent une critique, c'est plutôt « ça me fait chier » et j'essaie d'en revenir. Et toi, comment tu l'as vécu? Comment tu le vis déjà? J'imagine que ça arrive encore aujourd'hui, des gens qui aiment pas ce que tu fais. Mais là, on était plusieurs, donc on était solidaires. Et donc, et juste pour terminer, après, il y avait des lettres d'encouragement. Alors, il y a eu des trucs, ouais, nous, entre eux, vive les poils, continuez, ça nous fait marrer, etc. L'autre extrême, vive les poils. Exactement. Et donc, qu'est-ce que ça... Alors, les lettres de critique, les mauvaises critiques, paraissent terriblement injustes. Quand on fait du spectacle, quand on est un artiste, on lit dans les journaux ce que les critiques en ont pensé, et quand ils disent du bien de vous, on trouve ça parfaitement normal, et s'ils disent du mal de vous, on trouve ça terriblement injuste. Et l'âge donne au moins un petit peu de distance par rapport à tout ça. C'est sûr que ça m'a jamais fait plaisir, et ça ne me fait toujours pas plaisir d'avoir des mauvaises critiques. Quand c'est énorme, quand c'est des lettres d'insultes anonymes, on met ça C'est limite moins grave. C'est limite moins grave. Parce que ça n'a pas d'importance. Parce que ça t'atteint pas, tu dis la personne a clairement un grave. Mais quand c'est un truc où tu sais que la personne a quand même touché un point. Ça veut dire qu'elle a peut-être raison en partie. Ouais. Et ce que j'ai appris moi, c'est à lire ça et à ne pas considérer ça justement comme un geste de mauvaise humeur, une mauvaise... Je me dis, tiens, s'il a pensé ça, c'est qu'il a sans doute... Et c'est qu'il a raison de le penser. De toute façon, on n'a pas raison de penser. Il a ressenti quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. Comment puis-je en tirer du positif? Donc, faut que tu le rendes cérébral, c'est ça, pour pas rester dans l'émotif à ce moment-là. Je me dis, s'il a pensé ça, c'est peut-être que mon dessin ou que mon sketch n'était pas suffisamment percutant, n'était pas suffisamment limpide, n'était pas suffisamment drôle, n'était pas suffisamment explicite. Et donc, ça peut m'aider à faire mieux la fois d'après. Donc, voilà, la critique négative, faut juste un tout petit peu désentimentaliser l'histoire et la lire comme un conseil, un avis, parfois donné un peu maladroitement, un peu brutalement, mais si ce n'est pas pour te faire là où ça fait mal, c'est quand quelqu'un veut te blesser. Et là, c'est une intention, et là, on sort de l'analyse un peu rationnelle. Et puis, il faut se dire, voilà, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et que si des gens ont envie de te balancer des choses anonymement, des insultes, etc., c'est un petit peu eux qui sont mal dans leur tête. Ma mère, elle disait souvent, l'avantage avec tes ennemis, c'est qu'ils vont jamais essayer de mentir pour te faire plaisir. Donc, regarde dans ce qu'ils disent s'il y a pas une part de vrai. Donc, c'est très bien. Donc voilà. Donc après Lollipop, le jeu des dictionnaires, de belles années, un peu télé et tout. Et quand t'as quitté la première fois pour aller en France, est-ce que t'es revenu pour un truc en Belgique, ou quand t'as quitté, je vais pas dire fermer la porte, mais tu es jamais revenu? En fait, c'est drôle parce que je commençais pendant le jeu des dictionnaires, je faisais des incursions à la télévision française chez Ruquier, à France Inter, etc. Mais je parvenais à faire les deux. Et puis, en février 99, je décide d'arrêter au jeu des dictionnaires. Je trouvais que, voilà, ça me plaisait plus. J'avais plus l'envie, l'excitation. Je trouvais que il y avait parfois des gens, des nouveaux venus qui refaisaient des choses que moi j'avais faites 3 ans avant. Et je me dis, tiens, ça c'est pas normal. Et tu leur en parlais à ce moment-là, ou tu... Ouais, j'ai dit, mais attends, ça c'est des trucs, genre, et alors, bon. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas, c'est peut-être que le moment est venu de... Ça doit être spécial, ça. Être dans une émission, écouter des gags, et d'un coup, tiens, ça ressemble. Ça ressemble... Mais c'est-à-dire... c'est la même chose, quoi. Ah oui, mais alors, il y avait des choses parfois, mais ça, je l'ai fait. J'ai une très bonne mémoire, mais ça, je l'ai fait il y a 6 mois. Ça, je l'ai fait il y a 1 an. Et puis, j'avais installé... Pas beaucoup, moi j'ai pas beaucoup eu ça, des running gags, mais enfin tout de même, la relation avec Jacques Mercier, etc. Et une fois quand je disais qu'il était petit, qu'il était chauve, qu'il faisait des poèmes, qu'il était obsédé sexuel, etc., c'est quelque chose qu'on avait construit tous les deux. Et que tout le monde se mette à faire ça, ça va pas.
Ouais, Tu ouais. vois, un nouvel arrivant construise sa définition sur le fait que Jacques soit un poète chauve, pas homosexuel, mais obsédé sexuel, etc. Non, c'est tout le contraire. La première fois que j'ai rencontré Jacques Mercier, c'était pour une émission, c'était à la radio. Et à la fin de l'émission, il nous a raconté une histoire de massage. Oui, mais voilà. Et tu dis, Jacques, on dirait que quelqu'un d'autre est en train de raconter une anecdote en se servant de ton corps. Je ne m'attendais pas du tout il y avait, disons, je veux pas donner trop de détails, mais ça se finissait avec, si ma mémoire est bonne, Jacques qui disait que ça le rendait quand même mal à l'aise de devoir se retourner sur le dos. Et voilà. Mais bon, donc on en a fait. Il y a Jacques qui est le Jacques de la vie, puis il y a le Jacques de la radio, et puis il y a celui dont j'ai fait un personnage, oui. qui est presque un personnage de BD. Et donc d'entendre tout à coup des gens qui se servaient de tout ce qu'on avait bâti ensemble depuis 10 ans pour faire Pour se mousser un peu. un truc. À un moment, tu te dis, mais attends, là il est en train de carrément utiliser mes instruments pour faire son truc. Et à un moment, après, tu n'oses plus faire ton truc à toi parce que tu te dis, on va trouver que je fais comme l'autre. Et c'est tout de même... Oui, c'est Bon. con, là. Alors, bon, tout ça faisant, et puis peut-être, 12 ans, je trouvais que ça suffisait. Et donc, je me suis retiré du jeu des dictionnaires dans la ferme intention d'être davantage chez moi, de dessiner et de me retirer des médias. C'était ça Carrément. l'objectif. Ouais. C'était en 99, c'était ça. Et je continuais une fois par semaine à aller à Paris pour enregistrer l'émission de Ruquier à France Inter. Je me dis c'est bien, c'est une présence radio en France, très bien. Et voilà que fin juin, Ruquier quitte France Inter définitivement. Et là, je me dis, très bien, ça règle le problème des médias définitivement. J'ai arrêté en Belgique, j'arrête en France. Finalement, c'est très bien et la vie va devenir beaucoup plus douce, plus familiale, plus campagnarde. On part en vacances et là, téléphone sonne un jour, on est un mercredi après-midi, 4 heures de l'après-midi, on est à la... T'as l'air d'avoir une mémoire des dates, parce qu'à toutes les fois que tu racontes une anecdote, C'est vrai, tu spécifies en disant, c'était en février 99, c'était un mercredi à 4 heures. C'est quoi, c'est un peu, un espèce de toc comme ça, ou c'est juste, tout est classé dans ta tête? Non, c'est parce que j'ai l'impression d'être un peu interrogé par des flics, là, et que je me dis, faut que je donne un alibi qui tienne la route. Oui. Et donc, non, mais tu vas voir pourquoi c'est important. 16h, 16h30, le téléphone sonne, bonjour, machin truc, oui, c'est ici France Inter. Comme Ruquier a quitté la tranche 11h, 13h, on voulait vous demander si vous vouliez pas participer à l'émission qui va le remplacer à partir de septembre. Je dis, c'est très gentil, et ça sera avec machin et machine. Je dis, ouais. Et on aimerait que vous soyez là tous les jours. Oh, je dis, écoutez, ça tombe mal, parce que moi, j'ai justement décidé de lever le pied du côté des médias, etc. Mais enfin, je dis, écoutez, merci de la proposition, j'y réfléchis et je vous rappelle. Bon. Lendemain, il est 16h, 16h30, on est jeudi, téléphone sonne, Philippe, ouais, c'est Laurent Ruquier. Il dit, je t'appelle en grand secret, je viens de signer à Europe 1, et on est en train de bâtir un projet qui viendrait se mettre de plein fouet en face des grosses têtes. Donc une tranche quotidienne, 16h30, 18h, avec la bande de copains que je suis en train d'éditer, le premier que je rappelle, et je vais rappeler tout le monde, voir si on peut, si tu es d'accord de me suivre sur Europe 1. Je dis évidemment, Ouais. c'était trop bien. Plus fidèle aux individus qu'aux médias, forcément. Mais évidemment, c'est chaque fois une aventure humaine. Et il me dit, écoute, si tu pouvais venir le jeudi, ce serait super, parce que là, on en fera 2, une enregistrée et une en direct. J'ai dit, top là, je suis d'accord, pas de problème. Le lendemain, vendredi, 16h, 16h30, le téléphone sonne. Les copains qui étaient là disent, ok, c'est qui maintenant? C'est ça. Et bonjour, c'est Michel Drucker. Il dit, j'ai appris que vous quittiez France Inter avec Laurent, et donc l'équipe est un petit peu dispersée. Il dit, moi je monte un projet pour le dimanche soir, vivement dimanche prochain. J'ai déjà appelé Miller et Mazur, ils sont d'accord. Ils adoreraient que ce soit vous, et moi aussi, donc est-ce que vous seriez d'accord d'être le 3e du trio? J'ai dit, pourquoi pas, on peut en parler. Mais je dis, quand est-ce que c'est le dimanche? Non, il dit, on enregistre ça le mercredi après-midi. Donc il dit, ça vous demandera pas trop de temps.
Moi, je dis alors c'est bien parce que ça me faisait arriver le mercredi matin, je faisais Oui. Drucker, j'enchaînais avec 2 Ruquier le jeudi et je rentrais chez moi. En moins de 24 heures, j'avais fait 3 émissions à Paris. Et je dis ok, top là. Et donc on se donne rendez-vous pour faire la première émission le 28 août suivant. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc moi qui voulais me retirer des médias, me vouloir parti dans les médias, sur France 2 le dimanche soir et sur Europe 1 dans une quotidienne. C'est ajouté à ça l'année suivante. On a tout essayé. Version bimensuelle d'abord et puis quotidienne. Et donc je me suis retrouvé à faire 5 émissions par semaine. C'était là que tu étais le plus médiatisé. C'est cette époque-là qui était, où tu étais vraiment partout. Hein. De 2000 à 2007. Et j'étais partout. Et puis là-dessus est venu se greffer le projet de la grande expo à l'École des Beaux-Arts en 2003. Et donc j'étais beaucoup. Mais je n'ai jamais quitté la Belgique pour la France. Oui, tu l'as quitté médiatiquement, mais tu l'as pas quitté physiquement. Voilà, j'ai toujours habité en Belgique. Beaucoup de gens pensaient que j'habitais à Paris à ce moment-là. Non, j'habitais... On peut comprendre pourquoi il le pensait, ceci étant dit, quand on voyait le nombre de fois où on te voyait... J'allumais la télé et la radio, ils me voyaient tout le temps, donc ils ne pouvaient pas imaginer que j'enregistrais tout ça en 2 jours ou 3 jours. Et c'était... Donc alors... Et t'avais un auteur avec toi, parce que ça commence à faire pas mal de... Ça fait une bonne quantité de billets. Et tu me regardes en souriant. Je sais pas ce que j'ai dit comme connerie, mais tu me regardes vraiment en souriant. Ou tu faisais ça toi-même? Non, je n'ai jamais dit en radio, lu à la radio ou à la télé une ligne que je n'ai pas écrite moi-même, ni publié un seul dessin dont je n'ai pas tracé chaque trait et inventé le gag. Okay. Je n'ai jamais travaillé avec un auteur. Il y a personne qui a reçu ne serait-ce qu'un euro de Philippe Geluck pour pouvoir dire, tu vois ce truc-là, si un jour quelqu'un se balade en disant, tu vois la page 22 du 14e album du chat, c'est moi. Non. C'est pas vrai. Non. Il y a que pour le dessin animé où là, j'ai commencé à faire appel à des auteurs et que quelques séquences sont co-signées avec d'autres et si le dessin animé continue en 2e saison et puis en 3e, il y aura des co-auteurs. Mais ça, c'est un autre métier et c'est c'est une nécessité. Quand je vois les séries américaines avec une liste de 17 auteurs, tous plus géniaux les uns que les autres. Family Guy, donc le dessin animé Family Guy, les Griffins, je crois, ici, on a. Et si ma mémoire est bonne, ils sont 25. Oui, voilà. 25 auteurs. Donc je me dis, si, avec la qualité qu'ils produisent, s'ils jugent nécessaire d'avoir plusieurs auteurs, je me dis que là, je dois y songer moi aussi. Parfait. Mais pour le reste, voilà, non. Donc on était où t'es pas en France, mais les gens pensent que t'es en France, t'enregistres toutes ces émissions-là, t'es très très médiatisé de 2000 à 2007, l'expo, donc t'es un peu overbooké, et tu cherches une façon de lever un peu le pied, ou tu t'amuses tellement que t'as envie de garder les choses comme elles sont? À un moment, je me dis même chose qu'après Lollipop, après le jeu des dictionnaires, je me dis au bout de 7 ans chez Drucker, je me dis un septennat, c'est bien. Ouais. Et dans la dernière année, je me dis, mais au fond, ça commence à devenir trop facile. Je le fais les doigts dans le nez. Il m'est arrivé même une fois de remplacer Michel quand il a perdu son frère. Il y a une émission qu'il n'a pas pu assumer et je l'ai remplacé au pied levé. Et j'ai fait ça comme les mains dans les poches. Et j'ai fait une aussi bonne audience que ce qui a dû le chagriner. Oui. Mais non, mais il y a toujours... T'as toujours une volonté de montrer que t'es un peu indispensable. J'imagine, mais honnêtement, moi aussi, quand j'ai quitté le jeu des dictionnaires, si l'émission s'était effondrée avec 0 auditeur, tu vois... T'as eu de la peine. Je me suis dit, c'est triste, mais enfin, c'est normal. Non, voilà, tu te poses la question. On surestime en général aussi l'impact qu'on peut avoir. Ça se passe bien quand je vais partir, et c'est comme une plaie, finalement, 2 jours après... tout s'est refermé. Bien sûr, parce que il y a une chose dont on se rend pas compte, c'est que en télévision, la vedette, c'est pas l'animateur ni n'importe quoi, c'est la télévision elle-même. Ouais. Et tu vois ça quand une émission est remplacée. Alors il y a des émissions qui marchent mieux que d'autres, évidemment, mais la télévision marche de toute façon. Et si tu regardes pas un truc, tu regardes un autre. Donc personne n'est indispensable. Et voilà, non, j'étais fier d'avoir fait ça. Après ça, c'était pas la même année, ou c'était l'année suivante, j'ai dû remplacer Laurent Ruquier dans On a tout essayé, qui avait perdu son papa, lui, cette fois. Et donc Catherine Barma m'a demandé de prendre les commandes de l'émission pendant une semaine, ce que j'ai fait. Et
Et ça s'est bien passé aussi. Et alors, parce que j'ai fait 23% de part de marché. Enfin, moi, non, l'émission a fait Oui. pendant que j'apprenais. Et alors après, elle m'appelait, ah, voilà, monsieur 23%. Mr. 23. Bon, mais voilà, ça flatte juste un petit peu l'ego là où il faut, au moment où il faut. Mais, Et t'as un ego parce que t'as fait tellement de choses, t'as eu tellement de succès. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que t'en avais un en commençant? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es réveillé en disant, oh shit, je suis en train de développer un ego? Je le dis parce que moi, si j'étais à ta place, je suis certain que j'aurais besoin de 3-4 personnes autour de moi qui, de temps en temps, me diraient, hey, Dan, on s'en fout. On s'en fout. Quand je rentre au Canada, mes potes, ils me posent une question sur mon boulot, mais ils s'en foutent. J'ai l'impression que ça se fait naturellement. C'est que ma femme et mes enfants m'ont toujours recadré là où il fallait. C'est-à-dire qu'on rit tellement à la maison que si il m'arrive, au moment où je travaille beaucoup à Paris, s'il m'arrive un moment de dire 75 au lieu de 75, tout de suite, on me tombe sur le dos en disant, bah, c'est quoi, c'est ça? Ça y est, tu crois que... Oui, c'est ça. Bon. Non, donc, j'ai évidemment un ego comme tout le monde. Je suis heureux. On te l'a déjà reproché, ça. Je vais te dire pourquoi je pose la question. Je me rends compte de quelque chose quand t'es une bande, en plus, vous avec le jeu du dictionnaire, prendre un exemple. Il y a une bande de potes, je veux dire, entre guillemets, tous au même niveau. Et après, tout le monde part dans ces différentes directions. Et même si toi, t'as pas changé, quand ceux qui restent à un endroit te voient partir pour aller ailleurs, d'office, quand tu reviens, ça reste en tête, tu vois. Il y a toujours le « Ah, comment est-ce qu'il va être maintenant? Est-ce qu'il a changé? » Donc, on t'a déjà reproché de « Ah, depuis qu'il est parti... Alors, figure-toi que ce ne sont que les gens qui ne me connaissent pas qui ont dit ça et qui ont répondu ce genre de commentaires. Des gens qui disaient depuis qu'il est en France, il s'est pris le melon, tu vois. Ouh là là, il rentre plus dans ses chaussures. Enfin, ceux qui me connaissent savent bien, ont bien vu, parce qu'on a continué. Je veux dire, mes amis n'ont pas changé. Enfin, il y a des amis qui se sont ajoutés, mais mes amis n'ont pas changé. Ce sont les mêmes. Les relations sont exactement les mêmes. Et en gros, tes amis proches en ont rien à foutre. Ils sont contents pour toi, mais comme ils seraient contents, c'était un comptable qui marche très bien ou un gérant de Quick qui fonctionne très bien, quoi. Mais voilà, uniquement. Exactement. Enfin, tu l'as dit, je vais pas le répéter. C'est ça. Et c'est ceux qui te connaissent pas, qui imaginent que, et c'est terrible parce que ça devient une évidence. C'est-à-dire, ils se disent, ce n'est pas possible, en vivant une aventure comme celle-là, de pas commencer à se la péter. Et donc, ça devient, il se la pète. Ouais. Et ça devient, mais vous avez vu, c'est incroyable. Depuis qu'il est là-bas, il se la pète grave. Attends, et toi, t'as rien. Est-ce que ça te fait chier, ça, parce que on peut aimer, pas aimer ce que tu fais, mais quand c'est vraiment quelque chose que tu sais qui est pas vrai, est-ce que ça t'emmerde de dire, putain, il y a des gens que je connais pas qui disent des trucs sur moi qui sont pas vrais? Bien sûr. T'as envie de redresser ça à ces moments-là, ou t'apprends à vivre avec? Tu prends ça comme une terrible injustice. Parce que tu dis, mais attendez, mais vous délirez, c'est pas vrai, je suis pas comme ça. Et dès que tu dis c'est pas vrai, t'as l'air du gars frustré. Voilà. Donc faut pas réagir, faut pas réagir, faut juste rentrer la tête dans les épaules, attendre que ça se passe. Un jour, je vais te donner un exemple. Un jour, je fais mes courses au Deleuze de Ottigny, donc à côté de chez moi à Bouzeval. C'était il y a pas longtemps, donc c'était après les années parisiennes, etc. Et je suis à la caisse et pour payer mes trucs, et puis il y a une dame d'un certain âge qui me regarde. Et je vois qu'elle me regarde de façon un petit peu pincée. Et puis et comme elle ne me dit rien, je la regarde, un petit peu avec des points d'interrogation dans les yeux, et elle me dit, en tout cas, vous avez bien changé, monsieur Geluck. Je dis, et en quoi j'ai changé, madame? Elle dit, je vous observe depuis un moment, et vous ne dites bonjour à personne. J'attendais, je dis, depuis quand? Elle dit, je vous ai suivi là et là. Ah bon? C'est ça, depuis quand? Depuis 6 jours, je vous ai suivi. Non, depuis quelques minutes. Ouais. Et je dis, mais attendez, vous vous trompez. Et je savais très bien qui j'avais vu. Je dis, j'ai salué Machine, j'ai croisé monsieur que j'ai. Ah oui, elle dit, les gens que vous connaissez, mais ceux que vous connaissez pas. Je dis, attendez, vous attendez que je salue les personnes que je ne connais pas? J'ai dit, est-ce que ça m'alternative? Elle aurait trouvé ça normal que, puisque je suis connu, je salue personnellement chaque personne que je croise. J'ai dit, mais madame, ce serait une intrusion dans... Et de la super prétention. Mais évidemment. Parce que ce serait d'assumer, c'est ça que les gens sont intéressés à te parler, alors que s'il y a de quoi, ils n'en ont rien à foutre. D'abord, je croise des gens qui ne me connaissent pas, que
peut-être des gens qui ne m'apprécient pas, des gens qui n'ont pas envie qu'une personne connue Et il dirait que tu te la pètes d'ailleurs. Exactement. Je dis, c'est tout à fait le contraire. Je dis, et je me rends compte que je suis en train de me justifier auprès de quelqu'un qui est frustré que t'aies pas salué des gens que tu connaissais pas. Et donc la situation est complètement ridicule, et plus tu parles, plus tu t'enfonces. Et d'ailleurs, je lui ai dit, mais d'ailleurs, madame, la meilleure preuve que rien n'a changé, etc., c'est que je vous réponds. Vous venez m'emmerder à me dire un truc comme ça, et je prends du temps à vous répondre, alors que vous me dites quelque chose de très désagréable. Si je me la pétais, je vous aurais envoyé bouler. Et puis elle continue, elle n'est pas contente. Et puis bon, je paye mes achats, et puis la caissière me dit, vous avez la carte de l'Aise? Je dis non. Mais je me dis, tiens, je vais les donner. Et puis je me tourne vers la dame, j'ai dit, vous savez ce que je fais toujours au truc, c'est que j'offre mes points de l'Aise à la personne qui me suit. Eh ben, je vous trouve tellement désagréable que je ne vais pas le faire avec vous, et j'ai appelé une autre dame à une autre caisse et je vais faire mes points. C'est là qu'on voit que t'es un viril macho. Non, tu vois la petite vieille qui m'a emmerdé? Eh bien, je lui ai pas donné mes points de l'Aise. Je suis une teigne. Et j'ai dit, non, et j'ai terminé en disant, eh bien, et comme ça, si c'est votre idée, vous pourrez vraiment colporter l'idée que je suis un salaud. C'est la première histoire de vengeance avec des points de l'Aise que j'ai entendue de toute ma vie. Justement, parlant d'image, quand on suit ce que tu as fait comme carrière, ce que tu continues de faire comme carrière, il y a beaucoup de choses, et il y a aussi des trucs assez trash. Certains Dr G allaient assez loin, le Gueuluc enfonce le clou pour certains livres. Mais malgré tout, t'as toujours l'image du petit gentil à lunettes, alors que tu vas dire des trucs qui sont beaucoup plus horribles qu'une série d'humoristes ou d'animateurs qui ont l'air un peu plus trash. Et je me suis dit, il y a deux options. Soit il contrôle pas du tout son image et c'est arrivé comme ça, soit c'est un génie qui contrôle tellement son image qu'on a l'impression qu'il contrôle pas son image. Est-ce que tu fais un travail là-dessus? Parce que d'arriver à sortir des livres, justement, comme Gueuluc enfonce le clou, et de continuer d'avoir l'air du petit gars à lunettes, t'as dû y penser, t'as dit, si je sors ça, est-ce que tu y as pensé en disant, ça va peut-être un peu fucker mon image, ma marque de commerce, ma marque, en gros, parce que t'es une marque aussi, de manière générale, ou tu as juste fait, je le fais parce que j'ai envie, puis on verra ce que ça donne? C'était la question la plus longue de l'histoire de l'univers. Il n'y a rien qui est construit. C'est une succession d'envies, de poilades, de pulsions artistiques, et j'ai pas l'impression alors c'est drôle ce que tu dis, t'es une marque. Il y a deux personnes qui m'ont dit ça, quelqu'un avant et puis toi, en disant attention, parce que Gueuluc c'est une marque, truc, et le chat c'est une autre marque, etc. Non, enfin je veux dire, c'est pas... Je veux dire, une marque dans le sens de ça, c'est bankable. En gros, si t'appelles quelqu'un en disant, salut, c'est Philippe Gueuluc, je voudrais, ce serait surprenant que les gens de théâtre ou les gens de télé te raccrochent à la gueule avant d'entendre ton idée. Ça, c'est sûr. C'est vrai que ça ouvre des portes et ça permet. Et de même, quand on me demande, tiens, vous pourriez pas participer à ceci parce que c'est parce qu'ils pensent que ça peut aider à leur projet. C'est le commerce. Voilà. Mais je n'ai pas cette notion, parce que je n'ai pas, moi, je veux rester quelqu'un de libre. Je ne comment dire, je me rends pas compte de cet aspect-là. Honnêtement, je sais qu'il est là, mais je ne veux pas avoir ça en tête, je ne veux pas jouer là-dessus. Quand je remonte, je t'en parlais juste avant l'émission, mais quand je remonte sur scène pour le Magic Land Théâtre, c'est pour effectivement leur faire gagner des sous, mais c'est dans leur salle de 200 places. On a joué 3 semaines et on a réuni la moitié de leur budget annuel, tu vois, en bénéfice pour eux, donc c'était formidable. Mais c'est vrai qu'on aurait pu faire des très grandes salles et jouer quelque chose de beaucoup plus astucieux commercialement. Mais là, c'est une envie d'amitié, de soutien, etc. Mais je fonctionne comme ça. Okay. Et juste pour revenir sur ce que tu disais, est-ce que j'ai conscience? Oui, évidemment, j'ai conscience que je peux balancer des horreurs, et c'est d'ailleurs Gérard Miller qui disait souvent, il disait c'est terriblement injuste, il dit, parce que Gueuluc balance des abominations et tout le monde dit oh comme il est, ça fait marrer tout le monde, et tout le monde dit oh comme il est sympa, et il dit moi même quand je fais un compliment on a l'impression que je vais mordre et que j'engueule le monde. Et je pense que j'ai réussi à construire en une trentaine d'années, dans cette complicité qu'on établit avec le public, j'ai réussi à démontrer que je suis quelqu'un
je suis plutôt un brave type, mais que j'adore manier l'humour inconvenant, noir, trash, méchant, second, troisième degré, que j'aime aussi l'humour poétique et les choses un petit peu plus douces, mais que il faut s'attendre à tout, mais que les choses que je fais ne sont jamais faites dans le côté le plus noir, que c'est pas fait au détriment de quelqu'un d'autre, mais que c'est toujours dans l'envie de déstabiliser l'establishment, et que c'est dans l'envie de montrer qu'on peut rire même du plus tragique. Et par définition, c'est même plus logique de rire de ce qui est tragique, parce que l'humour, c'est aussi un relâchement d'une tension, et tout ce qui est tragique est tellement tendu que quand c'est bien fait, ça devrait être limite obligatoire d'essayer de rire de ce qui est tragique, parce que t'as pas besoin d'adoucir le fait que quelqu'un est tombé sur une pelure de banane. Je veux dire, il y a pas de drame, il y a rien. Alors que tout ce qui est tragique, t'as justement besoin d'un peu de release pour pouvoir calmer le truc. C'est une défense. Le rire que nous pratiquons, moi, c'est une défense. Ça me permet de soigner mes angoisses. Ça me permet c'est comme l'enfant qui chantonne dans le noir pour se donner du courage. Tu vois. Ça fait donc, tu viens de dire plus ou moins 30 ans au total. J'ai commencé à travailler en 1975. Donc 35 ans. Combien? 37 ans. 37 ans, ouais. 37 ans de métier, tu as croisé une série de personnes. À quel point on aimerait ça, à quel point on a essayé de te faire dire du mal de Michel Drucker ou de te faire raconter. En gros, tu as l'air d'être quelqu'un de super privé, et j'ai l'impression que tu dois être le gars qui a les meilleures anecdotes au monde sur les coulisses de la télé. Est-ce qu'un jour on les verra, les entendra à quelque part, genre dans un livre post-mortem, ou à moins qu'on devienne super pote avec toi et qu'on te bourre la gueule un samedi soir, et même c'est mort. Non, alors c'est sûr que je me permets des choses dans le privé, que je mets dans les relations avec... Si, je n'oserais pas raconter à l'antenne les crises de rire que nous avons pu avoir avec Jacques Mercier, Philippe Kempen, Marc Moulin, Jean de Tremont, lorsque nous fêtons le réveillon, comme on le fait depuis 25 ans avec la même bande, et où nous pouvons hurler de rire, nous tomber par terre de rire sur des choses monstrueuses. Bien pire que les textes les plus noirs de Gueluc enfoncent le clou, et jamais ça ne sortira. Là, je suis comme un prêtre ou comme un médecin. Il y a le secret professionnel. Le secret professionnel de l'humoriste. Mais ça, c'est drôle. T'es pas le premier qui l'évoque. C'est mieux dit comme ça, le secret professionnel de l'humoriste. C'est même pas professionnel, c'est le secret privé de l'humoriste professionnel. Ouais. Et donc, effectivement, des anecdotes sur des gens, sur un tel. Je dirais pas, parce que si ce n'est pas, à moins que ce soit une véritable saloperie, si un type s'est rendu coupable d'attouchement sur un enfant de 6 ans, bien sûr je le dirai, je dénoncerai des saloperies. Mais si c'est... Mettons Michel Drucker qui fait une crise sur son assistante, pour prendre un exemple que je viens d'inventer, by the way, je précise. Et tu t'es déjà fait piéger en interview. J'ai l'impression que t'es super doué en interview. J'ai pas l'impression que c'est facile de te faire dire quelque chose que t'as pas envie de dire. Non, je crois pas que je me sois fait piéger. Là, je sors d'avoir enregistré l'émission de Frédéric Lopez, La parenthèse inattendue, où on est filmé pendant 1 jour et demi à 3 personnes qui ne se connaissent pas dans le cadre d'une maison de campagne, où les caméras tournent. Il y a 10 caméras qui tournent continuellement. On est tout le temps avec le micro sous la chemise, et donc on pourrait, c'est le lieu idéal pour... Mais c'est bien joué, je savais pas que c'était une journée et demie de tournage, c'est vachement bien joué son truc. Ouais, je crois, enfin ça va être une belle émission, et malgré tout il y a toujours la petite lampe... Ah oui, t'arrives pas à oublier le fait que t'es public. Non. Ça c'est peut-être les années de vol qui font ça, c'est que... Et puis je suis quelqu'un qui aime trop maîtriser. Je maîtrise. T'es un peu control freak. Parce que tu disais tout à l'heure, c'est une question, je mets un point d'interrogation à la fin de ça, c'est pas, mais quand je te posais la première question au début du podcast, l'émission, c'était que faisaient tes collaborateurs, t'as établi tout ce qu'ils faisaient, et t'as bien établi après que finalement, c'était juste pour te permettre de continuer de faire exactement la même chose que t'as toujours fait, c'est-à-dire le contrôle artistique du début jusqu'à la fin.
jusqu'au moindre détail, c'est-à-dire que je suis quelqu'un, alors qui peut parfois paraître chiant, notamment avec mon éditeur, ou s'il y a un truc qui est pas pile poil comme il faut, un truc qui est décalé dans l'impression d'un ouvrage, je fais recommencer, voilà, je suis extrêmement exigeant dans la qualité de ce que je produis, et donc j'essaie de l'être dans la... T'es un plus chouette ami que collaborateur, donc. Je crois. si on veut bien s'entendre avec toi, on est mieux d'être pote que collaborateur. Faudrait leur demander. Non, parce que... Et tu crois qu'ils oseraient le dire? Parce que en même temps, ils le savent très bien. Je veux dire, encore une fois, leur boulot, c'est pas juste que t'es pas boss de Casterman ou Dupuis, t'es boss de Geluck. Donc... Écoute, honnêtement, on rigole beaucoup ici au bureau. Je suis quelqu'un en même temps de très compréhensif. Donc si quelqu'un a oublié un truc, je veux dire, je vais pas piquer une crise. J'ai jamais piqué de crise. Non? Non. Je me demande, et c'est vraiment de la curiosité semi-malsaine, mais je me demandais, je dis, tout est tellement un peu, et même quand on te voit en plateau, ça m'avait marqué, moi, la première fois que je t'avais vu en live sur un plateau télé, c'est aussi ma télé bien aimée, et c'était la façon dont t'avais de uniquement apparaître quand t'étais certain d'avoir un truc pertinent à dire qui cadrait bien dans la fluidité de l'émission. Et je m'étais dit, il joue vraiment le pourcentage, c'est-à-dire que tu dis, il a pas balancé 15 vannes en disant il va en avoir 6 de drôle, ce sera très bien. Et le même principe de contrôle, j'imagine, qui était, j'en ai fait, mettons, 6 ou 10 ou 12, mais c'était, pouf, j'étais sûr. Si seulement c'était vrai, c'est pas vrai à 100% ce que tu dis, mais peut-être que j'affine mon art. Et c'est vrai que récemment On n'est pas couché avec Ruquier, et qu'effectivement j'ai lâché les scuds exactement au moment où il fallait, dans la respiration qu'il fallait. Mais ça, c'est aussi l'habitude. Et puis il y a des jours où on est plus inspiré que d'autres. Mais moi, ça a été un des meilleurs trucs que j'ai eu, que tu m'as donné sans le savoir comme humoriste. En général, quand l'humoriste commence, dès qu'il y a une vanne drôle, il pense que le monde s'arrête et il faut absolument la placer. Mais il y a rien de pire que faire une vanne drôle au mauvais moment. T'es sûr que tu vas, planter le rythme de l'émission, 2, elle passera probablement pas. Et c'est dur pour un humoriste de se rendre compte que c'est pas 100% du matériel drôle que tu produis qui doit être diffusé. Et si tu as une vanne drôle que tu dis pas, ça frustre une seule personne, toi. Si tu as une vanne drôle que tu dis au mauvais moment, ça frustre tous les auditeurs de l'émission, et c'est dur et c'est long. Et quand je t'avais vu, je fais, ah oui, il faut apprendre à se calmer un tout petit peu quand même. Et en même temps, comme c'est quelque chose d'instinctif, c'est très difficile. C'est quelque chose qui c'est contre nature de se bloquer. Qui est pas écrit, oui, qui est improvisé, et puis tu sais pas ce que les autres vont dire. Il y a rien de pire que le moment où tu as un animateur avec 6 chroniqueurs autour de lui qui hurlent pour essayer de placer leur vanne. Ah, c'est horrible. Tout le monde parle en même temps, ça veut plus rien dire. T'es toujours mieux d'être celui en retrait à ce moment-là. Tu laisses les autres faire du bruit. Exactement. C'est comme le type qui... tu sais que dans une assemblée, si tu veux avoir la parole, prendre la parole, tu dois pas hurler avec les autres. Tu dois parler doucement. T'obliges les autres à se taire. À un moment, les autres vont se taire pour t'écouter. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais que c'est un truc d'avocat, ça. Quand tu fais ton plaidoyer devant le jury, tu parles le moins fort possible. Comme ça, les jurys sont obligés de se concentrer à crever sur ce que tu dis. Hein. Voilà. Donc, voilà, je ne le savais pas, mais ça m'étonne pas. Je sais pas pourquoi je sais des trucs d'avocat. C'est un peu inquiétant. Qu'est-ce qui te fait rire aujourd'hui? Tu vas voir des spectacles? T'es un peu sketch, stand-up. Tu vas voir des trucs. Tu regardes des DVD, des films. Qu'est-ce qui te fait marrer? Alors, je vois pas beaucoup de spectacles live. Je dirais malheureusement, mais... Ça doit mettre la pression. Si t'arrives à un spectacle live, la personne va fuck, il y a Philippe Geluck, il faut pas que je me viande. Non, oui, mais ça, c'est ça. Non, je me place évidemment jamais à l'avant. Je reste plutôt là. Je préviens pas que Non, voilà, je déteste ça. C'est mettre les autres mal à l'aise, parce que. Mais bon, voilà, là je peux rien faire. Je peux pas aller au théâtre avec un masque de Popeye. Tu vas aussi te faire remarquer. Parce qu'ils vont se dire, oh merde, il y a Popeye qui est là, et ça, il va nous foutre une raclée. Donc je vois pas beaucoup de spectacles de temps en temps, des potes, mais honnêtement pas beaucoup et pas assez. Je vais pas beaucoup. C'est qui le dernier que t'étais voir? Le dernier qui t'a fait rire, pour pas même... Le dernier que j'ai vu... Coluche. C'était Fernand Reynaud. Non, mais j'ai vu évidemment les grands du métier, Bigard, qui me fait rire, Dubosc. Ceux-là, j'ai pas vu Gaspard
Proust, j'ai vu... Il est produit par Laurent Ruquier, Gaspard Proust. Ouais. Il était d'ailleurs il a fait Cirque Royal, Forum de Liège, début du mois de novembre. Je sais qu'il était en Belgique. Il paraît que c'est très bien. J'ai pas vu. Ça me revient pas. Qui est-ce que j'ai vu? Donc c'est vraiment pas un truc. Tu suis pas les tendances. Non. Par contre, on regarde, mais en fait, on est un petit peu sédentaire. On est un petit peu casanier. Je regarde pas la télé. Je regarde plus la télé. Ça m'emmerde. Mais on regarde beaucoup de séries américaines, notamment, mais là on a vu une série de la BBC qui s'appelle Luther, qui est formidable. Des séries pas seulement humoristiques, mais... C'est quoi les dernières séries, on va dire, américaines que tu as regardées? Ce que j'ai vu de remarquable, c'est Boardwalk Empire. Oui. Ce que j'ai adoré, dont on attend la 5e saison, c'est Breaking Bad. Oui. Que je trouve la plus grande de toutes, mais alors aussi des séries moins connues comme tout ce que Ricky Gervais fait à la truc, The Office, Extras, et puis... Coming Up Short, je sais pas si je crois que c'est Coming Up Short, ça s'appelle, un de ces derniers qu'il a fait, où c'est un un gars qui fait des castings avec un nain. Ça, c'est Extras. C'est Extras, ça s'appelle? Je pensais que ça s'appelait Coming Up Short. Alors, c'est pas The Extras, c'est Extras, et c'est donc, il est avec une copine, il est figurant dans des grands films. Et là, effectivement, ou alors il y a une autre série. Ouais, c'est un autre truc. Et là, il y a un truc qui est formidable, c'est il y a un type, donc il observe, il n'est pas le héros de toutes les scènes, il observe, et tu as effectivement un tournage de film avec un acteur nain et puis un type très très grand, et le type très grand drague à un moment une femme qui est la femme du nain. Et donc l'autre est pas content, etc. Il vient l'engueuler et il lui dit, mais genre, viens de battre. Le nain dit à l'autre, viens de battre, connard, salaud, je vais te péter la gueule. Et l'autre dit, non, attends, je vais pas, quoi, tu oses pas, parce que je suis plus petit, etc. Et puis à un moment, tout le monde regarde ailleurs, l'autre se retourne et par un geste absolument non voulu, il donne un coup de genou, mais tu vois, ou un coup de je sais pas quoi au nain sur la tempe, l'autre est assommé. Mais personne n'a vu qu'il ne l'a pas frappé volontairement. Et là, tout le monde se retourne et tout le monde tombe évidemment à bras aussi sur le grand type. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse avec ta taille de frapper un nain, etc. Il y avait un truc comme ça dans Seinfeld aussi où t'as Kramer puis son ami nain avec qui justement il fait des castings, essaie de faire une double date avec deux filles et ils s'engueulent et ils se battent pour savoir qui va être avec laquelle. Et ça finit avec une histoire de mariage où il y en a une, elle est fille de nain. Enfin bref, ça fait aucun sens. Mais et bon, alors Seinfeld justement est coécrit par Larry David. Larry David qui fait une série aussi extraordinaire qui s'appelle Curb Your Enthusiasm. Je crois qu'ils sont à la 9e saison. Ouais, si vous avez l'occasion. Et c'est extraordinaire. Mais tu sais comment ça fonctionne, le processus d'écriture de Curb Your Enthusiasm, c'est impressionnant. C'est pas scripté. C'est pas des scénarios complets écrits. Ils ont des pistes, ils savent où ils veulent aller, plus ou moins les idées de gag. Ils improvisent. Et ils se mettent à tourner et ils improvisent. Et si au bout de 3, 4, 5 fois, ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ben, ils retournent écrire pour changer un tout petit peu les lignes et ils reviennent. Et donc, ça donne un ton qui est complètement différent. Voilà. Et je savais pas, et ça ne m'étonne pas parce que le nombre de fois où on s'est dit, mais ils vont rire. Tu vois, ils trouvent un truc et tu vois qu'ils sont au bord du fou rire. Bon, ça, c'est formidable. Alors, j'aime ça et nous regardons donc beaucoup ces choses-là, mais avec modération. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas 8 épisodes à la suite. On regarde un épisode chaque soir. Et ensuite, la soirée reprend. On vit, on lit, voilà. Mais un spectacle vivant, hélas, pas beaucoup. Sauf toi, j'irai te voir à ta prochaine scène, tu me diras quand c'est. Parce que m'intéresse, comme je t'ai connu tout petit, je voudrais voir ce que ça donne. Parlant de ça, si tu avais des... j'ai lu un endroit à un moment donné, il disait qu'une des seules rançons du succès, genre quand tu as du succès longtemps, une des seules rançons du succès, c'est de devenir ringard. Si tu es excellent suffisamment longtemps, ta récompense finalement, c'est que tu deviens ringard. Est-ce que c'est quelque chose que tu calcules, que tu as peur, que tu penses être déjà devenu, que tu as peur de devenir? Alors honnêtement, je pense pas, mais évidemment le principe du ringard, c'est que tout le monde le sait, sauf lui. Ouais. Donc je ne le suis pas encore devenu. Est-ce que je le deviendrai? Je n'en sais rien. C'est quasiment une bonne nouvelle d'être devenu ringard, ça veut dire que tu as eu du succès assez longtemps aussi. Non, c'est horrible, c'est horrible. Moi je ne voudrais pas, je préfère. Mais comme dans tout, j'espère avoir suffisamment de lucidité pour m'arrêter avant de l'être. J'ai des exemples aussi de gens qui ne le sont jamais devenus. Frédéric Dard, par exemple, le génial écrivain qui a créé et écrit
San Antonio jusque sur son lit de mort, n'a jamais été ringard. Il a été brillant du début à la fin. J'espère. Il y a une chose qui pourrait me sauver de ce triste destin, c'est de se dire que le chat, par exemple, n'a jamais été à la mode, et du coup, il n'est pas démodé. Il a traversé 3 décennies avec une fraîcheur intacte. Et la télé aurait pu, avant de choisir de faire la télé, c'est quelque chose auquel tu as réfléchi, de dire c'est vrai que la télé, là, tu le mainstreamifies à crever. C'est pour ça que j'arrête. C'est pour ça qu'au bout de 7 ans d'une émission, 7 ans de l'autre, je m'arrête parce que je me dis, si ça devient facile, si on se met à radoter, ça va devenir ringard. Et le chat à la télé, comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé, le projet est magnifique, ça s'est passé moyennement bien parce que nous avons été mis à l'antenne sur France 2 par certain Alain Vautier qui était directeur de l'antenne de la programmation. Il nous a donné une case absolument exceptionnel, c'est du diamant. C'était juste avant le journal de 20h. Oui, la fameuse case un gars, une fille, quasiment, qu'on peut appeler. Non, un gars, une fille, c'était 8h moins 20, 8h moins le quart. Ah, je croyais que c'était ce qu'on appelle l'access 20h. Ok. Et nous, c'était 20h moins 1. Ah, ok. Donc, le moment où, après les pubs, juste avant le générique du 20h. Ah, oui, oui. Mais il nous a dit, si je vous mets là, vous devez me faire des épisodes de 48 secondes. Et 48 secondes, c'est injouable. Okay. On l'a fait. Mais ça veut dire, tu as le générique qui fait 5 secondes, tu as l'épisode avec 3 gags. Si t'éternues pendant l'épisode, t'as loupé la moitié. Oui. Au moins, les gens ne pouvaient pas nous quitter à ce moment-là parce que le temps de trouver la zapette, etc. Oui, c'est ça, c'était le JT. Donc notre audience était stable sur 48 secondes. Ça marchait très bien. Ça n'a pas fait le buzz comme Bref ou comme des choses comme ça, parce que en 48 secondes, tu peux pas faire le buzz, parce que on te voit presque par hasard. Et il est juste sur Internet que tu peux faire le buzz en 48 secondes. Ouais. Il n'a pas été le cas. Ouais, c'était pas sur Internet les séquences. Si, elles suivaient sur Internet, mais ça n'a pas été le cas. Okay. Donc, c'est horrible ce que je viens de dire. Si c'était pas sur Internet et tu me dis oui, effectivement. Attends, j'analyse. Oui. Ça ne me pose aucun problème. Okay. J'ai bien vu qu'il y avait 7-8 000 vues, mais pas plus. Okay. C'est pas un buzz. Et le malheureux Alain Vautier est mort 2 jours après le début de la diffusion. Donc en septembre, tout de suite, cancer fulgurant, patatras. Et donc, il n'a pas pu défendre son idée, son projet. Alors, ni nous demander, tiens, allongez, faites des épisodes un peu plus. Ouais, ajustez. On va trouver une solution. Donc, on a été diffusé, ça se passait bien. On avait tout de même 3 millions de téléspectateurs, ce qui est quand même pas mal. Et ça montait. Et arrivée d'un directeur qui remplace le disparu et dont la seule idée est de virer tout ce que l'autre a fait pour mettre ses trucs à lui. Donc, aucune chance de survie à ce moment-là. Voilà. En mi-janvier, la programmation a été arrêtée et donc ils n'ont programmé que la moitié des épisodes. Okay. Et ça te fout un coup parce que tu te dis, putain, on a travaillé 4 ans sur ce projet, c'était magnifique, des gros budgets, etc. Alors ils ont acheté la série, mais ils ne l'ont pas diffusée entièrement. Et actuellement sort le DVD avec l'entièreté, avec des épisodes que j'ai remontés en double épisode, c'est-à-dire que j'ai fait des 1 minute 30 ou des 38 secondes, beaucoup plus agréables. Et par ailleurs, il y a les épisodes de 6 minutes de la Semaine du Chat qui étaient diffusés à la RTBF et qui, eux, contiennent des sketchs, des liaisons, beaucoup de matériel inédit supplémentaire. Et donc, il y a tout de même une richesse de contenu avec 180 minutes d'animation en tout et 6 heures de programme sur ces 2 DVD. Donc, c'est une tranche de vie, c'est une vraie... T'es fier, même si ça n'a pas le parcours que tu voulais que ça ait pour l'instant, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la suite. Je suis fier. Et je rends hommage justement à ces équipes, à Jean Govart, qui est le co-réalisateur, à mon fils Antoine, qui a composé la musique interprétée par le Colchagny Orchestra, à ma fille qui joue dans des sketchs avec moi. Népotisme. Non, c'est parce qu'ils étaient bons, monsieur, que je les ai engagés. Je dis ça parce que je me fais souvent accuser de népotisme aussi. Le 2e podcast, j'ai interviewé Myriam, qui est ma copine. Et moi, je m'en fous. J'ai dit, si j'ai la chance, c'est moi qui choisis avec qui je travaille. Je peux travailler avec des gens que j'aime bien et qui sont bons. Je sais pas pourquoi je me ferais chier à aller travailler avec des inconnus, des étrangers, c'est bizarre, des inconnus. Bien sûr. Voilà. Le népotisme, c'est quand c'est quand tu prends des gens incompétents juste parce que tu les connais. Voilà, et que tu les favorises à ce niveau-là. On va essayer de conclure un peu. Il reste 7, 8, 9
question. 10-12. On va essayer de conclure. On parlait du fait donc de rester... c'est vrai que c'est bien joué, inviter la regardise en n'étant jamais surpopulaire, et c'est ce qui arrive à certains. Mais t'es encore cité en exemple, je faisais Walter en interview, donc qui est aussi un Belge qui est, lui, pour le coup, est à Paris pour l'instant. Et il te citait dans ses influences et dans les gens pour qui... Ah, mais ça me fait plaisir. Les humoristes importants. Et t'es comédien. Si t'avais des jeunes, des gars de 25, des filles de 25-30 ans qui disaient Philippe, on a un super truc, on a des idées de séquences, est-ce que tu voudrais bien venir jouer dedans avec nous? Le mélange des générations comme ça, c'est un truc qui te botterait ou... Bien sûr, bien sûr. Ah, moi, je suis... Alors, le tout, c'est que je dois me calmer, c'est que je fais 10 fois trop, et que... Comme toujours, j'imagine que ça fait 15 ans que tu dis que tu dois te calmer, non? Oui, ça fait 30 ans, 37 ans que je me dis que je dois me calmer. Ça me rassure parce que moi, ça fait 5-6 ans et je me dis que finalement, peut-être ça va être comme ça toute ma vie. Hein. Et donc, si c'est jouable et si ça me paraît vraiment bien, oui, évidemment. Ça, c'est aussi le privilège de l'expérience, de l'âge. Mais les jeunes aujourd'hui ont moins le réflexe ici, que ce soit au Québec ou aux États-Unis. Ils ont beaucoup le réflexe de faire des séries avec en mélangeant les générations. T'en as même un, je sais pas, c'est Dawson Creek, ça s'appelait. C'est une série pour ados avec James Van Der Beek. Il y a une série humoristique qui s'appelle Don't Trust the Bitch in Apartment 23. Donc, pas confiance en l'appartement 23. Où il y a un rôle de James Van Der Beek où il joue en fait lui-même, comme s'il était encore complètement figé à l'époque de Dawson Creek, et il joue que le mec qui était populaire et qui est resté dans ce moment-là, et donc c'est de la super autodérision, mais c'est un rôle secondaire qui est magnifique à ce moment-là. Il y a deux choses. Il y a d'une part, on te demande de venir faire une apparition dans ton rôle, et effectivement en te figeant dans quelque chose. C'est sûr que ça, c'est l'autodérision parfaite, et c'est magnifique de le faire, mais j'ai l'impression que ça concerne des gens qui ont quitté la vie active, et qui sont des retraités à qui on demande tiens, Bénur, tu veux pas machin, t'as joué Bénur, venir jouer Bénur dans le sketch des Robins des Bois, ça fera marrer tout le monde, etc. Comme dans 30 Rock, que tu regardes peut-être, où par exemple tout à coup, Al Gore vient faire une apparition dans le truc. C'est formidable, évidemment. Bon, mais il n'y a pas assez de production de ce type chez nous que pour qu'on me demande ça. Et puis, quand je serai vraiment vieux, que si j'arrête un jour, je le ferai avec plaisir. Maintenant, je préfère être dans des projets rôle actif, totalement proactifs. Et comme je les mène souvent moi-même, c'est vrai qu'on m'appelle. Attends, je te donne un exemple. Après, tu vas enlever des questions si c'est trop long, ou les faire plus courtes, ou faire surtout me demander de faire des réponses plus courtes. Non, mais moi ça me fait plaisir. C'est plus moi mon temps est consacré à ça aujourd'hui. C'est plus pour toi que j'ai de la peine. Un jour, un jeune cinéaste belge me demande si je suis d'accord de jouer dans son film. Je dis pourquoi pas. Je n'ai plus joué depuis 25 ans, mais c'est comme le vélo, ça peut se faire. Envoyez-moi le scénario. Et ma femme me dit, cinéma. On s'est rencontrés sur un film. Hein. Elle était script girl, moi j'étais comédien. Ah, je savais pas. Et elle me dit, mais ça a toujours été, quand j'étais encore comédien, que je tombe un jour amoureux de ma partenaire. Parce que j'ai joué quand même des rôles au théâtre où je devais embrasser la fille, etc. Et donc on sait comme parfois ça peut... parce qu'on est on est con, il s'agit de mettre deux personnes dans la même pièce pendant 2 jours, et puis soit ils se battent, soit ils se roulent des pelles. Oui, voilà. Donc, des fois les deux. C'est un danger. Et donc, quand je lui ai annoncé que j'arrêtais le métier de comédien, ça a été un soulagement pour elle. Mais en plus, je jouais pas des rôles de jeunes premiers, vraiment. Enfin, mais t'étais le Brad Pitt de la Belgique des années 70, on le sait tous. C'était un autre genre de beauté. J'étais le Brad Pitt de la beauté intérieure. Et donc, elle me dit, de tourner un film, elle dit, si tu dois embrasser ta partenaire, non, je veux pas que tu acceptes ce film. Je dis, écoute, je vais d'abord lire le scénario, etc. On se met au lit, elle s'endort très vite, et je lis le scénario. Première scène, le type, donc j'étais le personnage principal, il est prof du NIF. Il termine son cours, les étudiants sortent, il y a une étudiante très jolie qui reste, quand tout le monde est parti, elle soulève son pull vert, elle lui montre ses seins. Je dis, là déjà je dois pas l'embrasser, ça. Deuxième scène.
Petit matin, dans un lit, il est avec une autre, etc. Ils ont niqué toute la nuit, etc. Il lui parle. Troisième scène. Et en fait, c'était un type qui était fou du cul et qui sautait sur toutes les filles qui voyaient. Elles étaient dingues de lui, il était dingue d'elles, toutes. Et donc, c'était un nouveau l'homme qui aimait les femmes, version prof de NIF. Ouais. Exactement. Et c'était moi. Ouais. Et donc, ça m'a fait rire. J'ai dit à ma femme le lendemain. Je pense que tu vas adorer. Exactement. Et donc, je n'ai pas fait le film. J'ai prévenu le réalisateur qui m'a dit, mais attends, non, je peux adapter le scénario, on pourrait... C'est le fondement de ça. Mais évidemment, j'ai dit non, on peut pas. Il dit, si, ça pourrait être juste. Alors, dans le rêve, on pourrait suggérer. J'ai dit, non, ça doit être quelqu'un. Mais même lui aurait été frustré parce qu'il n'aurait pas fait le film qu'il avait envie de faire, de toute façon. Ouais. Voilà. Et toutes ces actrices, toutes ces jolies actrices qui rêvaient que je les prenne dans mes bras, elles auraient été frustrées. Voilà. Ouais. Et ça, vivre avec une tension sexuelle sur le plateau, ça c'est très... Très vite, t'as un micro qui est dans le champ et c'est pas jouable. On n'a pas du tout parlé du chat. Quand même des albums du chat. J'ai une question super... J'en ai deux et le premier, c'est quel est le pourcentage de tes dessins qui finissent à la poubelle? Avec l'expérience, je ne les dessine plus, ceux-là. Je me dis, si c'est pour faire un dessin que je vais jeter, autant économiser du papier et du temps et de l'énergie. Le pourcentage des gags qui deviennent des dessins? Dans ceux que tu t'écrivais pour. Non, il y a deux choses. Il y a les gags. Alors bon, si je sens que l'idée ne tient pas la route, ben j'arrête tant qu'il est encore temps. Et puis, sinon, les autres, je les fais. Alors maintenant, quand je fais un bouquin, je reprends tout ce que j'ai publié en 2 ans et j'essaye de sélectionner le meilleur. C'est pas pour ça que le reste est acheté à la poubelle. Oui, le reste peut avoir une autre vie et a déjà eu une vie dans le journal et ne justifie parfois pas d'être dans un livre. Peut-être que son existence dans le journal suffit. T'es publié dans combien de pays? Pas énormément. Dans toute la francophonie, oui. Et je suis traduit dans une dizaine de langues. C'est ta définition de pas énormément, ça? Oui, pas énormément, parce que quand je pense aux Peanuts, à Snoopy, qui était publié dans tous les pays. 2000 quotidiens à travers le monde. Ah ouais. Tu vois, moi tu vois, si j'ai une dizaine, tu vois, c'est beaucoup moins. Et en anglais? En anglais, alors il y a 2 albums qui sont édités en anglais, mais je suis pas édité en anglais, dans des journaux anglais. T'as pas percé du côté anglophone? Alors je n'ai fait aucune tentative. Non, il y a pas et personne ne l'a fait pour moi. Et je me dis, moi j'ai pas le temps, c'est pas mon métier, j'ai pas envie. Alors peut-être qu'un jour, si j'engage encore avec David, Adrien, Dominique, enfin il y a tout de même 7 personnes que je salarie, dont 2 qui travaillent sur la saison 2 du dessin animé. Si on peut en prendre une 8e qui pourrait se mettre à prospecter, pourquoi pas. Mais voilà, je me dis, on s'amuse comme ça, je vis. Il y a pas de frustration, il y a pas de rêve cassé. Okay. Non, j'ai pas ce fantasme de devenir un auteur planétaire. Sans doute que si ça se passait, ça me ferait plaisir, mais c'est pas un manque. Comme je n'avais aucun fantasme de réussite à Paris. Honnêtement, quand j'ai été appelé par Drucker et Ruquier... C'est très très frustrant ça pour ceux qui commencent d'entendre des trucs comme ça. Merde, moi je rêve de le faire et il y en a qui rêvent pas, à qui ça... Alors moi j'ai pas rêvé de le faire et je l'ai eu. Ouais. Je me retirais justement parce que je trouvais que j'avais une récompense... à mon métier de créateur qui était formidable, j'avais je sais pas, mes livres se vendaient à 80 000 exemplaires, c'était formidable avant la France. Et maintenant que depuis qu'il y a eu la médiatisation en France, on est passé à 250, parfois 280 000. Il y a pas la même crise, comme on dit, une crise du disque. Tes BD, toi, au fil des années, est-ce que t'en vends plus maintenant que t'en vendais il y a 15 ans? Oui, beaucoup plus. Oui. À chaque BD, t'en vends plus, en moyenne, en gros. Mais disons que le chiffre global reste un peu pareil. Voilà. Non, je suis même plutôt en progression dans un secteur qui est en crise, mais qui n'est pas en crise comme le DVD. La bande dessinée n'est pas touchée autant par le numérique. Ça va arriver, tu crois, ou pas? Ça viendra, mais plus tard que pour le livre, parce que l'objet BD est agréable, parce que les déclinaisons sur tablette, sur iPad, par exemple, ne sont pas concluantes pour moi. Moi, j'ai cette application
iPhone et iPad du chat, qui est gratuite et à laquelle je consacre beaucoup de temps. Je publie un dessin inédit quotidien. Oui. Ouais. Ben, c'est quoi le nom? C'est ceux qui veulent, parce que moi, j'étais pas au courant. C'est le chat. Tu vas sur l'App Store, tu tapes le chat et tu installes sur ton iPhone. Et le but, c'est quoi? C'est de créer une fanbase, c'est de créer ou c'est juste d'être pertinent encore en 2012, c'est d'exister sur une nouvelle plateforme, c'est pourquoi tu... C'est d'être non ringard. De ne pas louper un train qui démarre et qui prend de la vitesse. Pas arriver trop tard, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, et du coup, comme j'ai démarré ça il y a un moment, il y a plus de 2 ans, non seulement je suis pas trop tard, mais je suis parmi les premiers qui ont ça. Je veux dire, j'ai pas de collègues. Kroll a une application aussi, mais la mienne elle commence à devenir impressionnante en termes de consultation. Et elle est vraiment bien. C'est-à-dire qu'elle est riche, qu'elle progresse, enfin qu'elle change. Elle évolue tous les jours, qu'il y a des textes, des vidéos, des sons, tu dois la... Je vais le faire. En finissant le podcast, je vais le faire. Voilà. Et évidemment, l'idéal est de la consulter avec Wi-Fi, parce que avec la 3G, c'est un petit peu lent, mais avec le Wi-Fi, c'est très agréable et c'est vraiment comme une petite station de télé qui diffuse mes conneries. Combien de dessins tu produis par semaine? J'en produis plusieurs par jour, donc 5 jours par semaine, je dois en faire au moins... Alors, le service minimum pour fournir les journaux, l'appli, c'est 7 plus 5 plus 1 plus 5, 10, c'est une vingtaine par semaine. Et déjà eu peur de la page blanche ou ça t'est jamais arrivé? Ça arrive, ça dure. Oui, bien sûr, mais ça dure pas longtemps. Ça dure quelques minutes. Et il y a ça chez les dessinateurs. J'ai croisé quelques dessinateurs où tu as l'impression qu'il y a une capacité à produire qui est énorme. Je pense à Pierre Kroll aussi que j'ai vu travailler, que tu as l'impression qu'il fait un dessin en clignant des yeux. Et je me demandais, est-ce qu'il y a une compétition entre les dessinateurs? Je sais qu'entre humoristes, je connais le type de compétition qu'il y a. Entre les animateurs, je la connais aussi. Entre les dessinateurs, je la connais pas du tout. Mais comme vous êtes habitué d'être assez aussi rapide, des fois un peu assez, je me dis que s'il y a une compétition, ça doit quand même être un peu... Et puis vous vendez énormément. Pierre Kroll aussi, il vend, je sais pas combien, mais j'avais déjà entendu aussi 80 000 en Belgique. Oui, c'est énorme. J'avais entendu à un moment donné un truc, je me souviens plus du pourcentage, mais le pourcentage de livres vendus en Belgique, le pourcentage qui était à toi et Pierre Kroll ensemble, c'était ridicule. C'était sur le nombre de ventes annuelles, c'était... En même temps, quand tu vois le nombre qui partent, ne serait-ce que pour les fêtes de fin d'année, c'est pas surprenant, mais vous aviez... On est tous les deux des gros vendeurs, et moi j'ai beaucoup d'admiration pour Kroll, beaucoup d'amitié. Je n'ai pas... Alors... peut-être que chez certains il y a ce sentiment de compétition. Moi c'est un sentiment que je ne connais pas. Je ne connais pas le sentiment de jalousie et je ne connais pas le sentiment de compétition. Parce que tu n'as jamais eu, je veux dire, il n'y a jamais personne qui est venu te piquer une portion du gâteau, quoi. Si. Oui? Bah oui. Ah, c'est déjà... Ouais. Mais honnêtement, je pense que le gâteau n'est pas... Alors, un gâteau, tu prends un morceau... Il y a un très beau proverbe arabe qui dit « Partage ton gâteau, il diminue. Partage ta maison, elle ne change pas. Partage ta joie, elle augmente. » Ouais. Et j'ai l'impression, moi, qu'en partageant mon enthousiasme, comme je veux dire, en étant en empathie avec les autres, avec mes collègues et non pas mes concurrents, le bonheur est d'autant plus grand. On n'est pas comme dans une compétition sportive où c'est le premier qui reçoit la médaille et puis les autres... oui, celui qui n'a pas perdu a gagné, celui qui n'a pas gagné a perdu. Voilà. Et ici, on peut gagner tous ensemble. Et si Pierre est numéro 1 des ventes à un moment et que moi je le suis à un autre moment, tant mieux. Alors peut-être que ça va nous faire marrer. C'est sûr qu'on aime mieux être pour une question de... Ah oui, monsieur 23% préfère être... Oui, mais en même temps, enfin, je veux dire, c'est pas la même chose si quelqu'un... Alors peut-être que si quelqu'un d'autre faisait un gros chat qui dit des conneries, etc., si on faisait exactement la même chose, je voudrais être celui qui le fait le mieux. Oui. C'est pas comparable. Dessin d'actu, non? Et Pierre traite le dessin politique, le dessin d'actu, le dessin mal colorié en débordant de tous les côtés. Et moi, je fais du dessin intemporel, très bien mis en couleur. Beaucoup plus proprement que lui. Donc, il n'y a pas de compétition, j'ai bien compris. On fait des métiers différents.
Bon, on va en faire le tour. Je me souviens quand on s'était causé il y a quelques années, c'était au moment où François Tron était arrivé à la RTBF. Ouais. Et donc, tu avais bien connu à l'époque de France 2. France 2, bien sûr. Et tu m'avais dit qu'il t'avait contacté en disant, si ma mémoire est bonne, hein, tu me corriges si je me trompe, Philippe, bon, j'arrive ici à la RTBF, tu sais que ça peut, ici, c'est ta maison, tu veux faire quelque chose, fais ce que tu veux. Et je me souviens que tu m'avais dit, c'était très gentil de sa part, mais je vois pas ce que je ferais à la RTBF, je vois pas pourquoi je retournerais sur les lieux du crime. Tu m'as dit jamais retourner sur les lieux du crime. C'est encore un sentiment que tu as aujourd'hui, tu vois pas ce que tu pourrais refaire à la RTBF? Ouais, c'est sûr. Je ne me vois plus dans ce média-là. Alors en même temps, ils ont accueilli avec beaucoup de bienveillance La Minute du Chat qu'ils ont coproduite et François Tron y est très impliqué. Et puis les pastilles de Monsieur Dictionnaire avec Jacques Mercier. Donc j'ai continué à faire des choses avec eux et pour eux, mais je ne me verrai pas animer une émission à la RTBF parce que c'est un métier que j'ai quitté, que je ne reprendrai pas non plus à France Télévisions. D'ailleurs, c'est drôle, là, je suis en train de faire une tournée de promo et chaque fois que je fais une émission, ils me disent « Oh, vous voudriez pas venir faire un truc ?» à la fin de l'interview, t'es pas quand même allé. Et bon, bah, ça fait plaisir, c'est flatteur, mais je me dis, c'est bien aussi de changer, d'aller ailleurs. Là, j'ai quitté des plateaux prestigieux de chez Drucker et Ruquier pour me consacrer à un métier que je ne connaissais pas du tout, qui était celui de réalisateur de séries télé animées. J'ai découvert un métier, c'est passionnant maintenant. Parce que j'ai envie d'apprendre, et animer une émission, je sais que je sais le faire. Et comme c'est pas ce qui me fait envie pour l'avenir, que je n'en ai pas besoin pour gagner ma vie, pourquoi irais-je faire ça? Non, c'est une partie passionnée de ma vie, mais c'est dans le passé, c'est pas dans l'avenir. Est-ce que tu as plus de pression aujourd'hui ou avant? J'avais lu une histoire sur un humoriste débutant qui voyait son idole, il faisait la même émission, et puis l'idole avait l'air d'être super stressé. Il est allé le voir en lui disant, c'est un Québécois qui s'appelle Yvon Deschamps. Yvon, je comprends pas pourquoi est-ce que tu es stressé? Ça fait 20 ans que tu fais ça, les gens t'aiment. Et il dit, ben voilà, tu viens de me dire pourquoi est-ce que je suis stressé. C'est que moi, je peux juste décevoir les gens, alors que toi, c'est super, on sait que t'es drôle, les gens le savent pas encore. T'es dans la meilleure période qui est celle où les gens vont découvrir que t'es drôle. Tu ressens ça aussi? Moi, exactement, c'est non pas mon angoisse, mais enfin ma hantise depuis toujours, depuis que cette relation s'est installée avec le public, c'est de dire, et si je les décevais? Ouais. Voilà. Entendre Gueuluc c'était mieux avant, ça serait une des pires choses que tu pourrais entendre? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais maintenant, est-ce qu'il est possible de faire toujours mieux? On se dit, il faut faire au moins aussi bien, et si possible mieux. Et c'était ma hantise, oui, en tout cas, ma volonté, c'était de faire mieux, que mon nouvel album soit meilleur, que le Gueuluc enfonce le clou, soit mieux encore que le Gueuluc se lâche. Tu vas toujours faire mieux. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, faut te calmer un tout petit peu, parce que, imagine, Beethoven, il se disait pas, il faut que ma 7e soit meilleure que ma 6e. Que ma 8e soit meilleure que ma 7e. Non, à un moment, là, c'est vrai que ça m'a un petit peu fait relâcher la pression. Je me suis dit, mais c'est vrai, il faut que je fasse les trucs comme je le sens. Mais en même temps, quand tu sens que tu es bon, que tu es affûté, que les idées que tu trouves sont percutantes et font marrer, et que c'est en te lâchant davantage que tu arrives à surprendre de plus en plus les gens qui disent « Ah putain, on n'aurait jamais cru ». C'est peut-être dans ce sens-là aussi que je suis heureux de me lâcher plus et d'aller dans le plus incisif, d'être encore plus insolent, de lâcher des trucs parfois trash. De pas ronronner. Oui, c'est de se dire, voilà, je pouvais pas me contenter de continuer à faire quelque chose de plaisant, d'amusant, de bienveillant. Non, justement, en instaurant ce côté plus insolent, plus incisif, les gens se disent, ouh là là, mais
ça, il fait ça aussi, c'est intéressant, etc. Et ça fait peut-être davantage marrer. Donc, tant mieux. Donc, c'est quand même, ça, c'est une progression. C'est mieux que... Oh oui, c'est mieux parce que c'est pas la même chose et parce que ça continue de surprendre. Il me reste 2-3 questions, on va finir ça rapidement. Si possible, si ça pouvait être des questions où je réponds par oui ou par non. Comme ça, ça va être comme ça, on pourra terminer dans les temps. Il n'y a pas de problème. Il y a bientôt les infos. Ouais, oui, et la pub aussi. Il faut envoyer la pub. C'est un podcast tellement de succès que c'est rempli de publicité. Ça, c'est pouf! D'ailleurs, on remercie tous nos sponsors. Là. On les renommera tout à l'heure. D'ailleurs, faudrait l'eau pétillante Bru que nous avons bu pendant cet entretien. Qui a aidé à mieux faire l'émission. À mieux parler, sans nous faire roter devant le micro. Ce qui est très rare pour de l'eau pétillante. Absolument. La spa, très très rotable. Hein. Spa, absolument pas conseillé aux gens de radio. Non, Bru, c'est plus discret. La Badois, à la limite, mais, et voilà. Et je vais te faire juste lire mes sponsors après parce que c'est plus payant quand c'est toi, forcément. C'est le deal que j'ai avec eux. Non, on parlait de ton spectacle tout à l'heure. T'as fait quelques dates et c'est, et t'as envie de le faire, je vais te dire, entre guillemets, sérieusement, dans le sens de dire, je fais un gros spectacle, je fais une vraie tournée, je fais une tournée en Belgique, je fais une tournée en France, et c'est je monte sur scène et je m'y consacre vraiment, je veux dire. Alors? Je sais que tu vas dire, il a fallu t'y consacrer vraiment pour faire ce que t'as fait, évidemment, mais que ce soit vraiment cette fois-ci, dans cette période de ta vie, que ce soit le truc le plus... Alors, honnêtement... Parce que c'est un peu dommage qu'un des gars les plus drôles de l'histoire de Belgique ait pas de show qui tourne. Honnêtement, j'adorerais. Pratiquement, je le ferai pas. Ma femme me supplie de pas le faire parce que, et elle a raison, elle se dit que la vie passe, que moi j'ai 58 ans, ça commence à devenir, voilà, dans 2 ans c'est 60, je trouve, voilà, ça me gêne pas, je veux dire, j'ai pas de souci avec l'âge, le vieillissement, mais c'est simplement que, voilà, que ça avance, et de se dire que je consacrerai des mois de ma vie à tourner, et donc à ne pas être chez moi le soir, et donc à pas être avec elle, et donc de savoir qu'elle est seule, qu'elle m'attend, et que... C'est mignon, parce que ça a l'air d'être super amoureux encore, ça fait combien, alors que ça fait, comme si c'était un truc... Oui, non, mais je sais, c'est rare, et on est super amoureux l'un de l'autre, et c'est un sentiment qui est aussi fort qu'au début, et on s'est rencontrés en 76, on est en 2012, ça fait 36 ans, on va fêter notre 36 ans de vie commune. Et je me souviens plus exactement, c'est combien de fois par année que vous vous donnez le droit de vous tromper l'un l'autre? Au début, c'était peu, c'était proche de 0, et avec le temps qui avance, on a multiplié cette fréquence par 2, par 3, par 4, en fait, chaque année de plus. Donc maintenant, c'est 36 fois 0. Et donc c'est encore frustrant. Ça n'a pas beaucoup changé. Non, mais c'est vrai que c'est mignon de voir que malgré tout le succès, il y a encore les trucs qui sont un truc qui est central dans ta vie, quoi. C'est pas un truc, mettons, ok, maintenant je suis marié, j'ai des enfants, c'est réglé, c'est dans un coin, ça ronronne. En fait, il y a rien dans ta vie que t'aimes laisser ronronner, si je comprends bien. Tu veux toujours garder les choses en vie, tu veux garder le chat en vie, tu veux garder toi ton image aussi. Je suis un petit peu comme ce type, tu sais, dans le cirque chinois qui fait tourner des assiettes sur des baguettes. Ouais. Et puis finalement, il y en a 10 qui tournent, et quand il a fait tourner la 10e, il doit revenir à la première pour pas qu'elle truc. Et je suis comme ça de tout le temps, et je veux qu'il y ait aucune assiette qui se casse. Et effectivement, donc ma femme est ma priorité, mes enfants ont toujours été ma priorité, ils le savent, et je suis grand-père depuis 7 mois. Oui. Et félicitations. Et c'est la nouvelle passion de ma vie. C'est-à-dire que je veux pas louper l'histoire avec mon petit-fils et puis avec d'autres après, j'espère. Et donc c'est mignon de féliciter un grand-père alors que techniquement il a pas fait grand-chose. Bah tout de même, il a mis son grain de sel, si j'ose dire. Il y a bien longtemps dans cette histoire, et voilà, les conséquences, c'est le battement d'aile du papier, le battement d'aile du grand-père qui provoque un tsunami émotionnel 30 ans plus tard. Non, voilà, donc le spectacle, je le regrette bien. Ruquier, quand je lui ai parlé de ça, m'a dit, mais alors, quand votre femme sera morte, vous pourrez remonter sur scène. J'ai dit sans doute, et il a dit tout de suite, parce qu'ils sont très amis, il a dit pardon Dany, ils se connaissent bien. Ok, il a dit ça à l'antenne. Oui, bien sûr. Ok, parce que j'imagine qu'il ne vous voit pas dans la vie de tous les jours. Hein. On se dit toujours vous à l'antenne, ouais.
C'est fou ça, je comprends pas pourquoi vous faites ça en France et en Belgique. C'est une... Parce que vous savez, vous êtes super potes, tout le monde sait que vous vous claquez les fesses en faisant des blagues de cul hors antenne, donc j'ai jamais compris pourquoi on gardait le vous sur antenne. Pour moi, ça semble super archaïque, mais... Moi, je l'explique comme une volonté de ne pas exclure le téléspectateur. On sait tellement déjà que le monde des médias est un microcosme parisien et que les types se connaissent tous, les politiques, les journalistes, etc., que à l'antenne, ça met une distance qui est une marque de respect envers ceux qui écoutent. Ouais, bien expliqué. 2 dernières questions, après ça c'est fini, promis. Une question vraiment plus technique, mais... Comment ça se fonctionne le processus créatif pour un dessin? Moi, je suis pas dessinateur et ça m'intéresse. Je sais comment écrire une blague, et on ne sont pas toujours bonnes, mais je sais comment écrire une blague et j'aimerais ça savoir comment tu fonctionnes pour faire un... J'ai l'impression que ça fait longtemps que tu n'as pas raconté comment tu faisais pour... C'est pareil, je sais pas, c'est comme une blague. Simplement, tout à coup, tu as une petite... Le type, je sais pas quel est le premier, qui a dessiné une petite lampe qui s'allume au-dessus de la tête. Mais c'est bien joué. D'un type qui a une idée, c'est parfaitement ça. C'est tout à coup une petite... Tac, il y a une lampe qui s'allume dans illumination. Voilà. Et c'est ça. Le tout, c'est d'arriver à se mettre en condition pour que ça s'allume presque à la demande. C'est-à-dire... T'as un endroit où t'as plus d'idées? Moi, quand j'ai pas d'idée, un truc qui débloque pas, je vais prendre une douche. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, moi, c'est là que soit ça débloque. Ah non, moi, ça me donne juste l'idée de me savonner, la douche, et puis de me rincer après, de me sécher. Ce qui est bien, c'est un truc. Ce qui est bien parce que je prends une douche le matin. Toi, j'imagine que plus tu dois produire, plus tu dois aller te... Je suis le gars le plus propre de Belgique. Non, c'est en général à ma table à dessin. Parce que tu t'obliges à aller présenter à la table à dessin. C'est génial de voir l'atelier. Franchement, il est magnifique. Et parce que tu pourrais rester chez toi si tu voulais. Non, c'est pas chez moi. C'est le... Non, je suis au bureau tous les matins à 9h. Tu veux séparer les... Bien sûr, ça je l'ai fait depuis toujours. Et ça t'aide psychologiquement? Ça structure, ça structure la création. Je me dis là maintenant on y va, comme l'écrivain qui se met à sa table ou à sa machine et qui se dit voilà je vais continuer à raconter mon histoire. En fait on essaye de se mettre le cerveau en ébullition et à la demande. Alors ça demande un petit peu un yoga mental, mais moi depuis le temps que je le pratique c'est devenu une habitude et en tout cas une méthode, alors que je n'ai pas de méthode humoristique pour parvenir à inventer une connerie. Je sais pas par où j'attaque, comment je fais, mais ça c'est la chimie du cerveau qui nous est propre à chacun et je suis incapable d'expliquer ce qui se passe. Et ça va être ma dernière question. Quand tu étais plus jeune, tu as eu une enfance, donc je me souviens, tu en as déjà un peu parlé, je vais dire différente. Tu as eu l'occasion de visiter entre autres la Russie. Tes parents étaient distributeurs de films, si ma mémoire est bonne, donc tu as eu l'occasion de voir plein de choses. J'avais lu, je crois avoir lu un endroit qui disait qu'il n'y avait pas de Monopoly chez vous. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Parce que c'était capitaliste. Et vous étiez à gauche à fond. Ah, mon père était militant communiste. Et donc, tout ce qui venait des États-Unis était considéré comme suspect, dangereux, diabolique. Et donc, un jeu qui était basé sur la spéculation immobilière, c'était très immoral, puisque ce qui est valorisé de l'autre côté, c'est le travail, c'est la répartition juste des biens, etc. Et je continue à penser que c'est beaucoup plus moral. Ça, j'aime pas les spéculateurs, les types qui revendent des actions et qui se font 2 milliards de bénéfices en 10 secondes, ça me plaît pas. Alors que des gens travaillent, font des métiers magnifiques, parfois des métiers de merde, et arrivent juste à boucler leur fin de mois, je trouve pas normal qu'un prof, un instituteur ait un petit salaire, qu'une infirmière gagne assez misérablement sa vie alors qu'elle fait un travail sublime et qu'à côté de ça il y a des types qui en faisant travailler d'autres ou simplement en ne sachant même pas qu'ils travaillent pour eux se fassent des millions de bénéfices comme ça d'un claquement de doigts. Je trouve c'est pas une belle morale, c'est pas ce que j'ai envie de transmettre. Et c'est la même chose pour laquelle j'imagine t'as pas de problème avec le fait de toi avoir fait de l'argent parce que tu l'as fait avec le travail et pas avec la spéculation. Exactement. Tu trouves pas ça impossible de défendre ces valeurs-là en ayant soi-même de l'argent? Absolument. Je pense j'ai très bien gagné ma vie, mais sans doute d'une façon tout à fait noble, honnête et noble, puisque je n'ai jamais exploité personne. J'ai toujours j'ai toujours fait mon travail. Tout ce que j'ai pu
construire, publier ou gagner, ce sont des droits d'auteur, donc c'est une participation, c'est du bonheur en plus. J'ai l'impression d'apporter du bonheur par le rire à des gens qui, sans y être obligés, achètent mon livre pour se marrer. Ouais, c'est toujours le choix du peuple. Finalement, tu gagnes ta vie parce que des gens choisissent d'acheter tes œuvres. Voilà. Et du jour au lendemain, s'ils décident de plus les acheter parce qu'ils t'aiment plus, il y aura plus. Voilà. Et donc, tu as l'impression d'être fidèle à ce que tu as toujours été, finalement, depuis ton éducation en tant qu'enfant. Je suis pas resté coincé dans cette vue parfois un petit peu étroite de trucs. Mes parents pensaient aussi que les commerçants étaient par essence des voleurs puisqu'ils prenaient un bénéfice sur ce qu'ils vendaient. Oui. Là, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Mais oui, c'est ça. Moi, j'ai le sentiment d'avoir respecté les idéaux de fraternité, de générosité qu'ils m'ont inculqué, et de ne jamais avoir exploité quelqu'un et d'avoir bâti ce que j'ai fait par mon travail, mon mérite, mon sérieux. Voilà. Je me disais, c'est drôle. Hier, j'étais dans le train. Je revenais d'un festival une foire du livre à Brive, peu importe où j'étais, et il y a un type qui vient me dire, il dit: monsieur, je vous apprécie beaucoup, il dit: vous êtes pour moi le symbole de l'honnête homme. Ça a dû faire plaisir. Et j'ai dit: bah écoutez, voilà, très bien. Ça me... Enfin, voilà, on peut arrêter la conversation maintenant, il n'y aura rien de mieux qui va dire. Ça me plaît, voilà. Si c'est ça qu'on peut dire, ça me touche infiniment. 58 ans, je dirais, quelle est une de tes plus grandes fiertés, vous êtes la plus grande, une des plus grandes fiertés, et un projet qui te tient à cœur pour la suite? Donc un petit regard vers le passé et un grand regard vers l'avenir. C'est pas une question facile, je sais, surtout à brûle pour point comme ça, parce qu'il y a plein de choses que tu as fait que t'es bien content, j'imagine, mais c'est un souvenir d'un moment où tu étais content de toi, où tu dis comme, là on a réussi à faire quelque chose de vraiment un succès. Je pense que le moment le plus fort où effectivement je me suis dit on y est arrivé, je l'ai fait, c'est au moment du vernissage de l'exposition des 20 ans du chat à l'École des Beaux-Arts de Paris, où on a terminé comme toujours une demi-heure avant que les premiers invités n'arrivent, on a mis le dernier clou. Et ce qui a été magique là, alors c'était un chantier gigantesque, 9 semi-remorques, 80 personnes qui ont travaillé là. C'était pas juste 8 dessins affichés au mur. Hein. Non, c'était pas une chorégraphie, mais une scénographie gigantesque. Voilà, ça. Et en tout, avec quand elle a un petit peu voyagé, en tout, elle a tout de même attiré 350 000 visiteurs. Ah oui. Et quand on a eu terminé, j'ai eu le sentiment de me dire, tiens, si on m'avait donné 8 jours de plus, je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire de mieux. Ouais. On était arrivé à ce qu'on voulait faire. Ça, c'est la plus grande fierté, et l'envie pour la suite, c'est de continuer à rester enthousiaste sur toutes les choses que j'ai pas un truc en tête. Je me dis pas, tiens, je veux faire un long métrage ou je veux faire une exposition à tel endroit ou non. T'as rien de précis. Non, il y a rien de précis. Je suis sur plein de projets parallèlement. Une exposition itinérante, une grande exposition à New York, dans un lieu qui serait inauguré avec le chat l'année prochaine, la saison 2 du dessin animé, continuer à rester inspiré. Mais c'est surtout on en parlait tout à l'heure, d'avoir la lucidité de m'arrêter au bon moment pour ne pas entamer la pente descendante, mais de m'arrêter là où il faudra. Voilà. C'est terminé. J'ai absolument rien d'autre à dire après ça, c'était super. Merci beaucoup Philippe Geluck pour le temps accordé. J'espère avoir l'occasion qu'on se rencontre encore une fois dans la prochaine. Et maintenant, je sais que si on écrit quelque chose de pas trop mal, on peut te contacter et ça serait bien sûr avec grand plaisir que je pourrais faire quelque chose avec toi. Merci beaucoup Philippe. Merci Dan.